Bonsoir, très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette émission. C'est Entretien avec le débat politique sur STV. Ce sera le 7 octobre prochain. Le président de la République a convoqué le corps électoral en vue de l'élection présidentielle. Les candidats à la candidature ont donc jusqu'au 19 juillet 2018 pour déposer leur dossier. La liste définitive des prétendants sera publiée le 8 août 2018. C'est donc la dernière ligne droite qui est ainsi entamé et impossible pour nous de ne pas interroger le contexte dans lequel cette élection va se dérouler. Évidemment, nous analyserons le rendez-vous du 7 octobre 2018 en nous focalisant un peu plus sur la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Présidentielle 2018 et crise nord-ouest-sud-ouest, que va-t-il se passer? Ce sera le premier thème. L'autre intérêt de ce soir va s'appesantir sur la sortie de Emmanuel Macron qui a dit avoir parlé à Paul Biya le 30 juin dernier. Les deux chefs d'État ont donc échangé globalement sur les questions de sécurité, de l'avenir de la francophonie et de l'Union africaine, dont le 31e sommet s'est tenu en Mauritanie. Le président français a également évoqué des questions de politique intérieure au Cameroun. Au-delà de cette politesse dont la diplomatie a le secret, nous allons décoder le message de Macron à Biya. Crise nord-ouest-sud-ouest, comprendre Emmanuel Macron, ce sera le deuxième sujet. Invité, Robert Moutet, ambassadeur à ma droite, il est du RDPC. Bonsoir et merci à nouveau, Robert Moutet. Bonsoir, député. Bonsoir aux panélistes. Eh bien, comme d'habitude, nous allons essayer d'éclairer l'opinion nationale et internationale par nos analyses. C'est pas toujours facile. Vu le contexte, parce que vous savez, avec la crise nord-ouest-sud-ouest, ça devient chaque jour très très difficile. Nous qui avons les gens qui vivent dans cette zone et qui sont au courant de ce qui s'y passe chaque jour, c'est devenu Et très, vous que vous affichez à la télé, dans vos positions? Oui, mais disons qu'on essaye d'aider les décideurs, les gens qui ont des positions de pouvoir à avoir notre son de cloche, parce que vous savez, il y a des services de renseignement qui remontent les informations, et puis il y a aussi des informations qui viennent de plateaux de télévision et autres. Donc les décideurs ont un peu tous entre les mains pour prendre les meilleures décisions possibles et permettre que la paix soit trouvée. Et à ce sujet, je voudrais avoir un mot gentil à l'endroit de Saint-Éloi Bidon, dont les propos depuis pratiquement 1 ou 2 semaines sont tentés d'être nauséabondement, si je peux le dire ainsi, manipulés sur les réseaux sociaux. Après son passage sur Carte sur table, Saint-Éloi Bidon, qui a donc vu un certain nombre de personnes malveillantes, lui attribuer des propos qui ne sont pas les siens. Juste à votre droite, Abel Elimbilobe, bonsoir. Bonsoir. Vous faites preuve d'une littérature volubile ces dernières semaines, depuis toujours d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Non, je n'écris pas beaucoup. J'aurais d'ailleurs pu écrire plus tellement. Donc pour vous, c'est pas assez? Non, j'écris 1 fois par semaine. Bon, là, l'accélération des événements commandait. On aura une overdose d'écriture. Commandait que je dise quelque chose parce que je suis un peu déçu. On y reviendra certainement. Mais il y a aussi beaucoup de dérives dans les réseaux sociaux. Voilà par exemple une que vous citez. Ça vient des gens qui ont pris leur quartier intellectuel dans les réseaux sociaux, des gens incapables de s'exprimer à découvert, qui se cachent à travers des faux profils et qui pensent que le cyberespace est un espace de non-droit dans lequel tous les délinquants de notre pays qui veulent avoir quelque chose à dire peuvent venir dire. Et donc travestir les pensées, insulter. Et je suis même surpris qu'une bonne dose de ce monde-là, tous ces gens-là, se réclament de certains partis politiques dits de l'opposition, organisent des dérives graves, la tribalisation du débat politique, etc. Ça, par contre, c'est un reproche qu'on vous fait aussi. Pardon? C'est un reproche qu'on vous fait aussi. Mais on fait des reproches à tout le monde dans les réseaux sociaux. D'accord, on va y aller. Il reste même à dire que je suis, enfin, si pas pédophile, peut-être homosexuel et autre chose. Puisque dans les réseaux sociaux, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de police.
on ne vérifie pas l'identité de celui qui Je parle. vous reviens le temps de finir la présentation et de rappeler que vous êtes conseiller municipal à l'époque élu sous la bannière du SIF. Oui. Et puisqu'on parle du SIF juste en face de vous, il y a Célestin Djamène, bonsoir. Bonsoir député, bonsoir à tous mes compagnons. Lui également d'ailleurs conseiller municipal. Hein. Vous êtes à Douala 5e, ma belle. Vous êtes à Douala 1er. Merci pour la précision, c'est toujours le Wouri. Hein. Absolument. Je suis un enfant de Daïdo. On m'appelle Djamène Ebele, donc ça c'était pour rire. Pour rire, on t'appelle Djamène Ebele. Pas pour rire. C'est pour dire qu'effectivement, je voulais reprendre un peu ce que disait tout à l'heure Robert, pour dire que nous passons une période extrêmement dramatique de notre pays. Il y a une impasse politique, un blocage politique qui montre quasiment que l'alternance politique devient quasiment impossible dans ce pays, même si je crois qu'il y a une exceptionnalité pour 2018. Je pense qu'on vit également une impasse de développement, parce qu'aujourd'hui, les services de base ne sont même plus possibles dans ce pays. Les gens ont du mal à accéder, par exemple, à l'eau potable, les gens ont du mal à accéder à l'électricité. Bref, c'est tout un, comment dirais-je, un package, un minimum de services de base qui sont aujourd'hui inaccessibles aux Camerounais. Et ça pose un véritable problème parce que on voit que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, le contexte de la campagne électorale, qui est auréolé malheureusement de guerre, l'une à l'extrême nord, l'autre dans la partie anglophone du pays, n'augure pas de bons lendemains. Donc il y a lieu vraiment de s'inquiéter. Je suis sûr que grâce à votre émission Carte sur table, les gens vont quand même, comment dirais-je, profiter pour se faire une vraie idée. C'est pour ça que moi je milite toujours pour la qualité des débats. Il faut apporter aux Camerounais qui nous regardent, qui nous écoutent, le maximum d'édification possible. Parce qu'il est question de comprendre. Beaucoup agissent sans comprendre. Et beaucoup agissent parce que, effectivement, il y a de l'ignorance. Donc je pense qu'il faut mettre carte sur table, c'est le cas de dire, et puis que chacun puisse se faire véritablement son propre opinion. Merci pour cette amitié renouvelée à notre chaîne Célestin Djamène. Et enfin, le dernier panéliste, Claude Wilfried Ekanga, écrivain, essayiste, analyste politique. Je rappelle, hein, c'est sa première intervention, donc je vais pousser un peu la présentation. Études primaires et secondaires à Yaoundé. L'auteur de plusieurs ouvrages suit depuis 2010, ou du moins a suivi depuis 2010, des études universitaires en sciences politiques et relations internationales en Allemagne, d'où il réside d'ailleurs. On peut dire qu'il est de la diaspora. Bonsoir Claude Wilfried. Bonsoir Dipita, merci pour la présentation très exhaustive. C'est ma première sur STV, je vous remercie de l'invitation, d'autant plus que le sujet est assez complexe. C'est un honneur que vous avez fait de me mettre parmi ces illustres personnages du paysage politique et analytique du Cameroun. Et oui, je suis de la diaspora et je suis d'avis qu'il est important qu'il n'y ait pas de clivage entre les Camerounais de l'extérieur et les Camerounais du pays parce que la nation est un tout. Il y a les Camerounais qui sont allés voir autre chose, mais dans le but d'apporter cette chose à leur nation pour la construction nationale. Cependant, je vais y apporter quelques rectificatifs. Je suis dans la publication du premier ouvrage. J'ai plusieurs manuscrits, mais je ne suis pas encore auteur de plusieurs ouvrages. Donc voilà, et je disais que c'est un grand honneur de débattre sur ce sujet, d'autant plus que on est à une sorte de carrefour de notre histoire. C'est vrai que les élections précédentes ont connu des remous, il y a eu des contestations mineures, mais là on est dans un stade particulier de l'histoire du Cameroun où on a voilà ce contentieux au nord et cet autre contentieux interne dans la partie sud-ouest et nord-ouest. Et il est important justement, comme l'a dit le grand frère Djamène, que nous apportions des analyses détaillées, des analyses illustrées, que nous apportions un plus à travers cette plateforme que vous nous offrez au peuple camerounais. Et je voudrais dire que vous êtes également très présent sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une plateforme de communication. C'est une plateforme de communication qui peut devenir très utile pour peu qu'on sache s'en servir. Donc je me suis dit qu'au-delà de la télévision, au-delà des canaux conventionnels, il est possible justement d'utiliser aussi ce volet-là, à plus forte raison que la jeunesse y est très attachée. Et donc voilà, au milieu de cet imbroglio d'informations pas toujours utiles, pas toujours constructives, on se dit on peut quand même essayer de limiter les dégâts en apportant le plus qu'on a à apporter. Alors maintenant que les panélistes sont connus, on prend la transition, on rentre dans le premier thème, présidentiel 2018 et crise nord-ouest-sud-ouest. Que va-t-il se passer ? Célestin Djamène, je commence peut-être par vous. Bien longtemps avant cette présidentielle, déjà peut-être depuis le début de l'année
ou depuis la fin de l'année dernière, vous avez lancé une forme de campagne de sensibilisation en vue de changer certains points du code électoral. Et finalement, je ne sais pas si la bataille est perdue. Vous considérez qu'elle est perdue maintenant que le président de la République a dit allons-y? Bien, écoutez, je pense que quand nous menons un combat, il ne faut pas être fétichiste. Le combat pour un code électoral équitable et consensuel est un combat pas seulement pour 2018. Bien entendu, nous aurions souhaité que le président de la République, qui seul peut convoquer l'Assemblée, le Parlement en séance extraordinaire, ne peut pas, en tout cas pour ce qui me concerne, ne peut pas accepter cette revendication parce que ça lui poserait un problème. Tout le monde sait que ce président est un président qui veut se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Donc, je n'ai pas placé ce combat sur la seule année 2018. Je pense qu'un combat politique est un combat de très longue haleine. Moi, par exemple, je me situe, certes, en 2018, mais au-delà de 2018. Je pense que le vrai combat va commencer après 2023. Parce que j'ai la conviction, pour ce qui me concerne, que si le système actuel a mis autant de milliards pour confectionner un code électoral à sa mesure, ce n'est pas pour quitter facilement le pouvoir. Donc il nous revient, nous, à la fois hommes politiques, mais citoyens ordinaires, également, de comprendre la nécessité de ce qu'on appelle les règles du jeu. Quand vous entrez dans une compétition et que les règles du jeu sont biaisées, comment voulez-vous espérer un résultat, je dis, qui correspond à une certaine légitimité? Donc je retiens... Donc, il est important, dit Pita Tongo, que le Camerounais comprenne que même si nous avions un candidat unique, il serait difficile pour les Camerounais, si nous faisons comme d'habitude, d'espérer une alternance. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le problème qui se pose fondamentalement, c'est qu'il y a des articles liberticides du Code électoral. Je prends deux exemples. L'article 115. Quand vous êtes candidat à une élection présidentielle uninominale ou à une élection de liste, par exemple, on vous dit que dans un bureau de vote, l'article 115 alinéa 4, il y a plusieurs scrutateurs, mais un seul PV de vote fait foi. Bon, ce débat est passé maintenant. Ce débat, il est passé. Ce débat est actuel parce que moi, je considère que pendant la campagne, il faudrait que les hommes politiques, les candidats, se servent de cette tribune pour marteler que ce code ne pourra pas nous garantir une alternance. Donc, il faudrait que non seulement que les gens aillent voter, mais qu'ils surveillent leur vote. Le candidat du SDF mettra ça au centre de son débat, de sa campagne. Le candidat du SDF est maître de son rythme. C'est le candidat, certes investi par le SDF, mais c'est un candidat qui a toutes les manettes. Parce que quand on est candidat, on est face à un peuple. On est un candidat face à un peuple. On n'est plus le candidat. Il candidat. définit sa stratégie et le parti le poursuit. Mais bien entendu, puisqu'il est investi par un parti, mais il a la maîtrise, il devrait avoir la maîtrise de sa campagne électorale. Alors Claude Wilfried, je ne sais pas comment vous allez procéder, mais je voudrais quand même avoir le sentiment, tout au moins autour de vous, de la diaspora camerounaise en Allemagne, celle que vous fréquentez, les Camerounais que vous fréquentez. Je veux dire, le corps électoral est convoqué. Quel est le ressenti là-bas? Votre question est assez paradoxale parce que je suis au Cameroun au moment où le corps électoral est convoqué et donc la situation exigerait que... Il y a un Camerounais à qui vous avez dit bonjour depuis que vous êtes arrivé au Cameroun, qui vit en Allemagne, par exemple? Évidemment. Il y en a deux, il y en a trois, il y en a une dizaine? Le corps électoral ayant été convoqué il y a quelques jours à peine, la probabilité qu'on en ait discuté elle est assez mineure. Mais en tout cas, on va dire que dans l'absolu, les Camerounais de la diaspora, il n'y a pas vraiment de différence sur la perception de la politique entre les Camerounais de la diaspora et les Camerounais du Cameroun. En ce sens que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'aspiration principale des Camerounais n'est pas la convocation ou alors la structure de code électoral. Les aspirations du Camerounais lambda, qu'il soit dans la diaspora ou dans le pays, c'est le projet politique qu'a à présenter chaque candidat pour la construction nationale. L'une des raisons pour laquelle certains d'entre nous se retrouvent à l'étranger, c'est parce qu'ils se sont retrouvés notamment face à certains manquements de leur pays. On a toujours baptisé le Cameroun comme l'Afrique en miniature, on a toujours baptisé le Cameroun comme un pays riche, et à juste titre, c'est l'un des pays les plus riches de la planète, même si ça peut surprendre. Mais nous présentons une richesse globale qui est évaluée à moins de 30 milliards de dollars, le produit intérieur brut, ce qui est assez, on va dire, scandaleux, étant donné les potentialités énormes de ce pays. Donc le fait, c'est même un acte politique, c'est même un acte de vote, si on peut dire, un acte de protestation pour certains Camerounais de quitter le pays et de se dire, parce que mon pays, ils se sentent trahis. Ce n'est pas mon cas, mais on essaye justement, comme vous l'avez demandé,
de s'immerger dans l'esprit de certains des nôtres et d'exprimer leur ressenti. Certains se sont dit, devant les énormes manquements de mon pays, j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin qu'on me parle d'autre chose, parce que rien n'est certain. La discussion portée sur la structure de code électoral, et il est vrai, elle est assez liberticide, comme l'a dit M. N'Djamena. On est dans une sorte de régime présidentialiste fort, mais rien ne dit à la population qu'un changement ou un assouplissement, une démocratisation de la structure du code électoral profiterait à la population et non aux candidats. Tant il est vrai, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais tant il est vrai que tout le monde n'aspire pas forcément à la magistrature suprême pour le bien-être des populations. Certains ont pour priorité principale justement le pouvoir que cela leur confère. Abel Elimbiloube, vous serez prêt à applaudir Paul Biya qui, le 9 juillet, a respecté tout au moins cette loi électorale-là en termes de délai, en termes de procédure pour la convocation? L'histoire ne nous apprend pas que pour ce qui concerne la convocation du corps électoral, M. Biya ait failli une seule fois. C'est des débats auxquels je ne souhaite même pas participer. J'ai entendu pendant à peu près une semaine, au courant du mois de juin, il y a un calendrier qui avait circulé dans les réseaux sociaux indiquant que le corps électoral devait être convoqué au plus tard le 21 juin. Il ne l'a pas été. Il ne devait pas absolument l'être parce que l'intervalle pour convoquer le corps électoral, tout calcul fait et bien fait, l'intervalle se situe entre le 15 juin et le 15 juillet. Le président n'était donc pas obligé de convoquer le corps électoral le 21 juin. Au-delà du 21 juin, des spéculateurs de mauvaise alloi qui ternissent d'ailleurs l'image de notre opposition se sont mis à dire que le président est dans l'illégalité. Il n'était pas dans l'illégalité. La preuve, c'est qu'après ce délai du 21 juin, c'est après ce délai que l'Assemblée nationale était en train d'étudier le projet de loi de prorogation et aucun député n'a fait comment on appelle ça, de procès au régime pour avoir violé la loi. Donc, la convocation du corps électoral pour l'élection du président de la République s'est faite dans les règles. Elle s'est faite dans les délais normaux décrits par le code électoral. Sur ce plan, il n'y a pas de débat. Maintenant, ce que je veux ajouter, à mon sens, c'est que je crois qu'il nous faut concentrer notre effort, nos énergies sur des combats qu'on peut gagner. C'est très pernicieux de s'entêter comme l'autruche, la tête dans le sable pour se dire qu'il n'y a pas de tempête. On ne peut pas savoir que M. Biya ne nous donnera pas un code électoral à notre goût et continuer quand même à lui demander de le faire. C'est des comportements contradictoires. Et là, vous répondez directement à Célestin N'Djamena. Non, il n'est pas le Dis-moi, seul. tous ceux qui mènent la bataille pour le changement le code électoral, qui est une compilation de 3 lois qui datent de 90, la loi sur l'élection du président de la République, la loi sur l'élection des députés, la loi sur l'élection des conseillers municipaux, prévoyait déjà tout ce que nous reprochons aujourd'hui, à l'exception de l'article 115 alinéa 3, qui est une disposition nouvelle relative à l'existence d'Elections Cameroun. On a ajouté ça. Effectivement, l'idée que nous allons faire des procès-verbaux dans un bureau de vote, en autant d'exemplaires qu'il y a de représentants de candidats plus d'eux, et que tous ces exemplaires n'ont pas la même valeur judiciaire, est une idée qui n'a pas de sens. Mais on sait très bien pourquoi une telle idée a été, une telle disposition a été introduite. Ça reste d'ailleurs l'une des 2 dernières poches de fraude électorale potentielle. La fraude par l'achat des consciences que le bulletin unique peut nous permettre de supprimer, et la falsification éventuelle des procès-verbaux dès lors que on n'est pas autour du chef d'antenne communale d'Elections Cameroun qui centralise des procès-verbaux qui sortent des bureaux de vote. On peut très bien avoir cette inquiétude. Ceci dit, nous savons que le code électoral, M. Biya ne va pas le modifier à notre demande. Okay.
Donc, je suis de ceux qui disent depuis bientôt 2 ans que notre lutte, ça doit être de gagner M. Biya sur la base d'une bonne organisation stratégique. Parce que des études objectives et froides ont montré que le problème n'est pas le code électoral. Le problème est que nous sommes un ensemble de partis politiques qui n'arrivent même pas à couvrir 50% de l'espace électoral camerounais. Et qu'à partir de ce moment-là, nous perdons les élections même avant qu'elles n'aient lieu. C'est ce débat-là que nous devons faire. Il ne relève pas du code électoral, il relève de la stratégie avec laquelle nous allons aux élections. Robert Moutabata, ambassadeur, évidemment, le RDPC va en rang serré derrière son champion. Candidature évidente, puisqu'elle est statutaire dans votre parti. Paul Biya, candidat, c'est qu'une formalité désormais. Merci, député, par rapport à cette question. Nos textes de base sont clairs là-dessus. Le président national du RDPC est le candidat du parti à l'élection présidentielle, article 27, alinéa 3. Donc, pour moi, pour tous les militants, c'est clair que c'est notre candidat. Et si ça doit changer, ça ne peut venir que du président Paul Biya lui-même, s'il accepte de se présenter comme le statut le prévoit. Et il a 10 jours, justement, d'ici le 19, pour se prononcer. Et puis, pour se prononcer, je pense qu'il a des alternatives. Il peut convoquer un congrès extraordinaire avec un seul point à l'ordre du jour. Il y en a encore besoin? Non, je dis les deux possibilités de communication pour annoncer qu'il est candidat ou pas. Ok. Voilà, c'est de ça que je parle. Pour le moment, il est candidat. Pour nous, il est candidat. Et moi, quand je dors, il ne me revient pas à l'idée qu'il y aura un autre candidat. Je sais que c'est lui le candidat. Maintenant, d'ici 10 jours, les candidats doivent déposer leur dossier et payer leur caution. S'il respecte le texte de base du parti, son dossier sera déposé avec sa caution. Maintenant, si jamais, il l'a dit quand le président François Hollande était là, que les élections présidentielles étaient encore lointaines, mais certaines, et que le moment venu, il prendra sa décision de continuer ou pas. Donc, c'est à lui de prendre cette décision. Sinon, le parti prévoit déjà que c'est lui. Donc, d'ici le 19, il va déposer son dossier, il va payer sa caution et il sera candidat. Maintenant, s'il ne veut pas se représenter, ça sera à lui de communiquer maintenant, soit au sein du parti, dans le cadre d'un congrès extraordinaire avec un seul point à l'heure du jour, l'élection présidentielle, il annonce qu'il ne se présente pas, ou par communication en tant que chef d'État à la nation. Donc, même pour nous, on est serein. Les aînés au sein du parti, le secrétaire national de la communication, le ministre Jacques Famen Nouga a fait sortir l'autre jour, il était clair là-dessus. Je crois que nous sommes prêts. Et vous savez, on n'attend pas l'élection pour que le RDPC fonctionne. Le RDPC, de façon permanente, est sur le terrain. Maintenant, quand les élections arrivent, alors la machine met tous les 4 roues en marche et je peux vous garantir que ça fait mal généralement. Célestin Djamène, alors le corps électoral, c'est vrai, il n'a été convoqué que hier, mais je veux dire que, évidemment, normalement, tous les partis ou les candidats à la candidature devraient s'y attendre plus ou moins. Mais entre hier et aujourd'hui, on ne sent pas non plus cette adrénaline qui pourrait monter. D'ailleurs, votre candidat, il n'est pas au Cameroun, il est en pleine tournée occidentale. Mais on ne sent pas encore cette envie, cet engouement de campagne montée, alors que nous ne sommes qu'à quelques semaines de la campagne. Oui, cela ne s'applique pas seulement aux candidats du SDF, vous l'aurez remarqué. Je rappelle quand même au passage que M. Joshua aussi était à Bafoussam, ensuite en Allemagne. Je crois que Wilfried peut le témoigner. Vous l'avez rencontré là-bas, Wilfried il était au Cameroun déjà, peut-être. Et ensuite, aujourd'hui, il est dans le Maryland, aux États-Unis. Donc, il sera au Cameroun dans les jours qui viennent pour effectivement continuer sa campagne électorale. Tout à fait normal. Bon, maintenant, ce qui est important, tout à l'heure, j'écoutais mon ami Robert Moutambassa concernant le candidat naturel du RDPC. Il me souvient qu'en 2011, quelques mois avant l'élection présidentielle, il y a eu un congrès du RDPC à Yaoundé où il y a eu un certain René Zenguele, semble-t-il, qui était candidat face à M. Paul Biya. Donc, si c'est le candidat naturel, pourquoi y avait-il donc un candidat face à Paul Biya? Donc, c'est assez bizarre. Maintenant, je voulais revenir sur le code électoral. Wilfried, tout à l'heure, a dit que ce code ne profiterait pas aux Camerounais. Non, ça n'a rien à voir avec les projets de société. Nous parlons des règles du jeu.
il y a un programme qui contient plusieurs projets de société. Maintenant, quand les gens vont en compétition, nous demandons que les règles soient équitables. Nous sommes pour l'équité. Nous ne sommes pas pour le favoritisme pour un camp ou pour l'autre. Comprenez? Le combat que nous menons, c'est un combat pour des règles de jeu claires pour tout le monde. Et les milles veut que c'est un combat. Enfin. J'y arrive. Je pense que, par ailleurs, et là, je pense que... Non, c'est un débat nous sommes bien dans la présidentielle. Personne. Je pense que, par ailleurs, on ne demande pas pour bien de donner une réforme. La liberté, c'est un petit peu comme, on va dire, le pouvoir. Il doit s'arracher. Je n'espère pas un instant que M. Biya a intérêt à donner, entre guillemets, un code électoral. C'est à nous de lutter pour arracher ce code électoral. Et je ne situe pas le combat sur 2018, encore une fois. Oumnioba est mort. Il n'a jamais vu ce pourquoi il luttait, par exemple. Il luttait pour la réunification du Cameroun, pour l'indépendance réelle. Il ne l'a jamais eu. Nous continuons ce combat pour le code électoral jusqu'à ce que nous l'arrachions. Donc, ce n'est pas une question de dire que c'est un combat perdu d'avance. Non. La politique, on peut en mourir. On lutte pour une cause. Et même ces enfants peuvent reprendre le combat. Donc, je ne suis pas dans un fétichisme 2018. Je suis dans la durée. Maintenant, je pense que ce qui ferait davantage plaisir aux Camerounais, c'est que dans ce texte qui va régir, qui va déterminer l'alternance, il faut, par exemple, qu'on nous dise que les résultats seront proclamés à 20h. Il n'y a pas de raison aujourd'hui, au XXIe siècle, que les résultats de l'élection présidentielle ou d'ailleurs municipale soient proclamés 15 jours plus tard. Pourquoi? Ça ne tient à aucun raisonnement rationnel. Donc moi je pense qu'il y a tellement d'éléments dans ce code qu'on ne peut pas se satisfaire d'un tel code. Néanmoins, il ne faut pas en déduire qu'il ne faut pas aller aux élections. L'élection, c'est une occasion, au cours de l'histoire politique d'un pays, pour les candidats, de prendre à témoin, n'est-ce pas, les Camerounais, le peuple, pour leur dire effectivement que voilà nos projets de société. Je suis convaincu par ailleurs que 2018, c'est une année qui sera spéciale pour nous. 2018, je le pense, j'ai la faiblesse de le penser, sera une année pour dire adieu à M. Boubia. Je le crois fermement. Et qu'on ne me dise pas non plus que le fait qu'on soit absent dans certaines circonstances. Lui dire adieu, ça peut aussi être lui donner un nouveau mandat pour les 7 prochaines années. Non, adieu, c'est au revoir, c'est mieux qu'au revoir, c'est adieu. C'est donc, voilà. Alors maintenant, je veux dire que le fait qu'on soit absent dans certaines circonscriptions n'est pas un argument qui me semble, comment dirais-je, pertinent dans la mesure où, quand l'opposition était à son zénith, en 92 par exemple, nous étions dans toutes les circonscriptions. Enfin, il y avait des votes massifs pour l'opposition dans toutes les parties du Cameroun. Et pourtant, ce n'est pas le candidat de l'opposition qui a gagné, officiellement. Donc je pense que le système est verrouillé. Il y a un verrouillage politique. Pour le déverrouiller, il faut commencer par écraser, par réformer ce code électoral. Ensuite, donner aux Camerounais la conscience qu'il faut non seulement voter, mais surveiller son vote. S'il n'y a pas ces 3 ingrédients-là, il ne faut pas espérer de l'alternance dans ce pays. Donc, il ne s'agit pas simplement des hommes politiques. Il s'agit aussi de chaque Camerounais. Parce que la patrie, c'est pour nous tous. Les partis, c'est peut-être pour le gouvernement ou certains Camerounais, mais la patrie, c'est pour tous les Camerounais. C'est la raison pour laquelle je crois que chacun doit s'impliquer. Monsieur Biya n'est pas une fatalité. Monsieur Biya est tout à fait renversable dans des conditions démocratiques. Et moi, j'y crois. Donc, si chaque Camerounais s'implique dans la lutte pour l'alternance, je crois qu'on va y arriver en 2018. Je voulais juste donner une précision par rapport à Zengele. En fait, c'était une élection interne du parti de notre président national. Donc, tout militant peut être candidat. Maintenant, une fois que tu es président national, tu es le seul candidat à l'élection présidentielle. Alors, avec les donc, c'était normal qu'il se présente dans le cadre d'une élection interne du parti. Ah oui. Cette élection intervient donc dans un contexte socio-politique, économique, culturel, sportif assez dense. On peut dire que les différents candidats auront de la matière en termes d'arguments, en termes de, peut-être qui sait, de projets à proposer aux Camerounais. On peut donc espérer une campagne électorale sereine? Écoutez, la sérénité de la campagne électorale, ce n'est pas un problème de candidats. Les candidats qui sont là, ils aimeraient bien faire leur campagne électorale tranquillement, etc. D'ailleurs, nous avons toujours fait des campagnes électorales sereines. Sauf que la campagne légale dure 15 jours et nous savons que c'est très insuffisant. On aurait pu très bien avoir, dans le cadre d'un consensus politique nationale, une campagne électorale de 30 jours, voire 1 mois et demi, par exemple, pourquoi pas, pour permettre aux gens de sillonner le pays en profondeur.
Mais la culture de la campagne officieuse se met progressivement en place. Les gens commencent, notamment au niveau de l'élection présidentielle, à se déployer longtemps à l'avance. On le voit, il peut y avoir quelques manquements de la part de certains sous-préfets zélés qui interdisent encore les activités des partis politiques de l'opposition en période de pré-campagne. Mais c'est une culture qui se met progressivement en place. Ce que je veux dire, c'est que le débat sur le code électoral est un débat éculé. Personne ne dit que le code électoral est bon. Le débat est un débat qui a déjà duré 26 ans. C'est depuis les lois de 90. Est-ce qu'il faut lâcher le combat, Abel? Non. Voilà. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas le combat de l'élection. Le combat de l'élection, c'est d'enlever M. Biya, qui n'est pas capable de faire une vie politique consensuelle, le gagner avec ses mauvaises règles, et après lui, on réorganise la vie nationale. C'est même ça l'objectif de nos participations aux élections. Parce que vous ne pouvez pas, de façon cohérente, clamer partout que le code électoral est mauvais. Avec ce code, il n'y aura jamais d'alternance. Premièrement, ce n'est pas la fonction du code électoral de garantir l'alternance. Ce n'est pas ça le rôle du code électoral. Si, non, le rôle du code électoral, c'est de garantir l'intangibilité du vote. Que le citoyen vote et que personne ne touche à son vote. De telle sorte que la volonté du citoyen s'exprime en toute transparence et qu'elle soit au-dessus de toutes les velléités. C'est ça le rôle d'une loi électorale. Vous pouvez avoir, voilà Angela Merkel en Allemagne, qui a déjà gagné 3 mandats successivement avec la loi. Est-ce que c'est la loi électorale qui lui fait gagner les élections? Elle gagne les élections, un point, c'est tout. Donc, quand vous avez une bonne loi électorale, la conséquence, c'est qu'il n'y a pas de conflits sociaux déclenchés à la suite des élections, parce que tout le monde est d'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui nous intéresse, ou du moins pour le courant d'idées que je porte aujourd'hui, c'est de dire, organisons-nous de façon stratégique, en prenant en compte les insuffisances de ce code, montrons-nous à la hauteur d'une mise en œuvre d'une stratégie qui nous permet de vaincre notre adversaire avec ses mauvaises lois. Et justement, l'un des éléments essentiels de cette stratégie découle de l'analyse de nos échecs. J'observe que Célestin et vous, Abel, vous voulez toujours nous renvoyer, parce que le code, c'est un débat avant le 9 juillet. Voilà. C'est un débat qui date de 26 ans déjà. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, non, il est ancien, je ne dis pas de le lâcher, je dis, gagnons les élections et ayons même pour projet politique la mise en place au Cameroun d'un code électoral consensuel. Si bien que je dis encore aujourd'hui que nous allons ouvrir à partir du 22 septembre, là, nous allons entrer en campagne électorale. Tant pis pour ceux d'entre nous qui viendront pendant 15 jours ressasser les insuffisances du gouvernement, alors que tout le monde sait que ce pays est mal gouverné et que le débat n'est plus là. Le débat est aujourd'hui, on fait comment pour enlever les mauvais gouvernants dans notre pays. Et quand je vois que le corps électoral est convoqué là, et que les partis ou les individus qui se sont annoncés il y a déjà 6 mois, voire 1 an, comme des candidats, et que nous avons appelé à se donner la main, à conjuguer leurs efforts, comme étant la voie impérative par laquelle il faut passer pour parvenir à vaincre le régime en place. Nous voilà dans la convocation du corps électoral. Nous avons 10 jours. Les différents candidats de l'opposition ne se sont même jamais salués de la main. Ils ont encore les mains tendues parce que quand j'ai parlé de ça, chacun a tendu la main à l'autre et chacun avait la tête en brousse parce qu'il ne veut pas voir qui saisit sa main. Abel, merci. Claude Wilfried, cette élection donc intervient dans un contexte, peut-être dire que le Cameroun est instable, c'est peut-être un peu fort, je vais dire autrement, fébrile, sur le plan sécuritaire, nord-ouest, sud-ouest, l'extrême nord est relativement, du moins la situation reste un peu précaire, l'est un peu mieux. Comment est-ce qu'on peut envisager une élection sereine,
disposé où tous les candidats peuvent parcourir le territoire national en toute assurance, à se rapprocher des électeurs et leur parler jusqu'au plus lointain coin du pays. Oui, on veut bien accorder aux leaders d'opposition ainsi qu'aux partis en place la volonté justement de s'adresser au maximum d'électeurs possible. On veut bien leur accorder qu'ils ne sont pas de ceux-là qui terraient dans la brousse, essaient de maintenir l'instabilité de la situation pour empêcher les élections. Ça c'est d'un. On veut bien leur accorder que comme le président en place, comme la population, ils veulent tous gagner le maximum d'électeurs possible. Malheureusement, et heureusement, on dit il y a quelque chose malheur et bon. C'est d'ailleurs malheureusement, il y a l'instabilité dans cette région-là qui crée une sorte d'insécurité. Mais heureusement, dans la mosaïque anglophone, c'est un faible pourcentage de personnes qui, justement, non identifiées, concourent à l'instabilité de la zone. Et c'est pour ça qu'on a affaire à ce paradoxe-là où on dit... Vous dites une minorité de personnes, mais je veux dire, le jour où on déclare les villes mortes, il y a villes mortes, hein. Oui, c'est vrai, parce qu'il suffit d'un berger avec un bâton pour maîtriser une nuée de troupeaux. Il suffit de 2 ou 3 personnes armées pour canaliser toute une population. Je veux dire, c'est de bonne guerre, en fait, parce que ça nous permet, à nous, la partie, entre guillemets, francophone, de ne pas cataloguer nos frères anglophones comme des terroristes ou comme des sécessionnistes. Heureusement que la grande majorité d'entre eux veulent le même Cameroun que nous, une sorte de Cameroun uni, évidemment, avec une plus grande considération de leur situation. Malheureusement, justement, au sein de ces gens-là, il y a des entités tapies dans l'ombre qui ne sont pas nombreuses, mais en raison de la force répressive dont ils disposent, ils réussissent à, justement, faire respecter par la peur et non par la conviction de la population. C'est ce qu'on appelle, dans des régimes dictatoriaux, par exemple, le régime de la terreur. Je vais y embrayer sur ce qu'a dit M. Elimbi Lobé en disant que j'appuie sa vision des choses d'une certaine façon. Il le dit très bien. Le projet de société, en tout cas, si l'initiative de renverser le président Paul Biya, en tout cas de faire partir le président Paul Biya est le projet principal d'une opposition. Il faut qu'il soit mené à bien, non pas parce que le code électoral est bon, non pas parce que renoncer au code électoral est une bonne chose, mais dans un simple souci de pragmatisme, c'est-à-dire on sait très bien que dans le faible intervalle de temps qui reste avec les échéances électorales, le code électoral ne sera pas modifié et surtout pas en clamant qu'il doit être modifié, tant il est vrai que justement le président Paul Biya l'aurait mis sur pied pour se garantir un électorat. Maintenant, pour réagir à ce qu'a dit M. N'Djamène, évidemment, il ne s'agit pas de dire que le code électoral ne servirait à rien aux Camerounais. Il s'agissait simplement de présenter le fait que les préoccupations premières des Camerounais ne sont pas celles-là. J'irais même plus loin en disant que la raison pour laquelle le président Paul Biya, malgré le faible bilan économique que tout le monde lui atteste, a pu rester au pouvoir et maintenir une opposition faible, c'est parce que l'opposition s'est contentée de répéter les mêmes erreurs au lieu de changer de modus operandi. C'est-à-dire, au lieu de se pencher sur ce que les Camerounais veulent entendre, sur ce qu'on a à leur donner comme projet de société, on a plus politisé la discussion, alors que la politique est juste l'instrument qui régule la vie économique, celle dans laquelle la population vit pour de vrai. On peut terminer par un exemple pour illustrer cela. Dans le même souci de pragmatisme, nous sommes au Cameroun, nous consommons du pain, des beignets chaque matin au déjeuner, et une grande partie de ces entités-là est fabriquée à base de blé. Nous avons aussi bien le terrain que le climat, que les prérogatives naturelles pour produire ce blé, environ 400 000 tonnes par an, mais nous les importons de l'étranger, notamment de notre ancienne puissance coloniale, la France, qui est l'un des principaux producteurs mondiaux avec 40 millions de tonnes dont elle exporte la moitié et dont le Cameroun achète une grande quantité. Alors ça parlerait plus à la population, quand on est de l'opposition, de leur dire, déjà pour faire des rentrées de devises pour que nous puissions produire en masse, exporter et y avoir de l'argent, mais aussi pour consommer le Made in Cameroun, je vais, si je suis élu, élaborer X et Y politique économique qui va permettre au Cameroun déjà de s'autosuffire et de s'autofinancer à travers la commercialisation de ce qu'il produit. Donc si on procède comme ça et qu'on renonce à la politisation, à outrance du débat politique, comme dans les autres pays d'Afrique francophone, la situation sera différente, comme dans différente des autres pays d'Afrique francophone. Malheureusement, elle est la même partout, que vous regardiez le Mali, le Bénin, le Sénégal ou le Cameroun. Alors, Robert Moutambassa, jusqu'à ce matin encore, ça tirait à Tombelle. Je pense qu'on a perdu encore des éléments de force de l'ordre hier et aujourd'hui. Dans le nord-ouest, sud-ouest, c'est plus ou moins pareil. Comment va-t-on faire là-bas? On passe en force? Très bonne question, député, parce que vous savez, le corps électoral a été convoqué pour les élections le 7 octobre.
donc par rapport à cette convocation, il y aura les élections au Cameroun. Maintenant, les élections, moi je vois je vois deux alternatives. Faire des élections avec la crise anglophone, telle qu'on l'a vu, et faire les élections avec la possibilité que cette crise soit stoppée avant le 7 octobre. Et donc, par rapport à ces deux alternatives, si on prend l'alternative souhaitée par tout le monde, c'est quoi? C'est que cette crise s'arrête avant le 7 octobre, ce qui n'est pas probable. Il y a de fortes chances que cette crise continue jusqu'au 7 octobre et après le 7 octobre. Et là, dans ce cas, je crois que nous avons deux alternatives. C'est-à-dire, il y aura des élections dans certaines villes du Cameroun, il n'y en aura pas dans d'autres villes du Cameroun. Et ça, c'est vraiment la porte ouverte à la prédation. Quand il dit la prédation, c'est quoi? Ceux qui n'aiment pas notre pays et qui attendent la petite étincelle, la petite opportunité pour rentrer en force et créer un désordre, ceux-là pourront profiter du fait qu'une partie des Camerounais n'ont pas pris part au vote à cause de cette crise-là. Et puis, l'autre alternative, c'est faire ces élections en état d'urgence. Parce que le pouvoir a cette possibilité de mettre en place l'état d'urgence et le commandement opérationnel. Et là aussi, c'est pareil que la première alternative, la prédation n'est pas loin. Quand il dit prédation, c'est cette communauté internationale qui regarde ce qui se passe dans notre pays par rapport à leurs propres intérêts. Parce qu'il ne faut pas penser que ce soit la France, les États-Unis, l'ONU ou quoi que ce soit, qui viennent ici, c'est d'abord pour nous. Non, ce n'est pas d'abord pour nous, c'est d'abord pour leurs propres intérêts. Et on va développer ça tout à l'heure dans le deuxième sujet. Donc moi je pense que le Cameroun n'a pas besoin de passer à une période de transition. Parce que si le président du Cameroun est illégitime un seul jour, je crois que la situation sera plus grave que celle qu'on vit aujourd'hui. Il faut par tous les moyens que le président du Cameroun reste légitime. Dans cette position, il a les pleins pouvoirs pour continuer à travailler et résoudre les problèmes. Donc moi je pense que ces deux alternatives sont là. Avant on supputait, avant le 9 juillet on supputait, on essayait de voir qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui ne peut pas se faire. Il y aura-t-il les élections, il n'y aura pas d'élections. Mais là aujourd'hui, on est obligé d'y aller. On est obligé d'y aller. Et voilà comment je vois les alternatives qui se présentent à nous et qu'on doit trouver des solutions. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'habitude de faire des reproches à mes amis, à mes frères avec qui j'ai lutté de nombreuses années durant. Mais j'ai comme l'impression qu'il nous manque beaucoup de raisons. Il y a une crise anglophone et il y a de l'insécurité. Et je me mets à entendre des gens de l'opposition envisager que les élections ne doivent pas avoir lieu. Parce que dans 2 régions sur 10, il y a de l'insécurité. Alors que l'éventualité du changement de gouvernement fait partie des modalités de solution. Ça fait partie de la solution. Si nous-mêmes nous disons que c'est le président Biya qui est à l'origine de ces affaires, par la mauvaise gouvernance, etc., l'enlever est un commencement de solution. Vous trouvez donc encore des gens dans l'opposition pour vous dire que parce qu'il y a 2 régions qui sont en guerre. Mais je rappelle premièrement que ceux qui ont choisi de déclencher cette guerre à la veille des échéances électorales, ils faisaient le calcul de la paralysie institutionnelle. La résistance, l'organisation des élections devient comme une résistance à cette stratégie-là. Et elle est légitime. L'État ne doit pas plier devant des gens qui ont décidé d'utiliser l'insécurité comme un mode d'expression. Deuxièmement, l'histoire du monde nous montre que partout où il y a des choses comme ça, on a organisé des élections. Au Cachemire indien, il y a une guerre de sécession qui dure depuis plus de 30 ans. Mais on organise des élections en Inde. En Casamance, il y avait une crise séparatiste.
qui a fait plus de 40 ans d'ailleurs, qui n'est même pas terminé. Mais sous cette crise séparatiste, on est passé d'Abdou Diouf à Abdoulaye Wade, d'Abdoulaye Wade à Macky Sall. Dans de nombreux pays au monde, il y a des crises politiques. En Israël, il y a une crise politique. Il y a une guerre civile en Israël. Mais on change de président pour d'ailleurs envisager de sortir de cette crise. Donc nous devons savoir que les élections auront lieu. Elles auront lieu. Que les gens votent au nord-ouest ou qui ne votent pas, les élections auront lieu. Le fait de voter au nord-ouest et au sud-ouest, ce n'est pas ça qui donne la légitimité. Parce que le président Biya a été élu en 92, au nord-ouest et au sud-ouest et partout, on a dit qu'il n'était pas légitime. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'était pas légitime, qu'il y avait eu fraude électorale. La légitimité est conférée dès lors que les élections ne sont pas contestées, qu'elles sont transparentes. Elles peuvent être transparentes sur 8 régions et ne même pas du tout avoir lieu dans 2 régions. Ça ne va pas nous empêcher d'avoir le président. Donc, organisons-nous et sortons de ce type de spéculation intellectuelle. Alors que nous spéculons, le président, lui, il déroule ses affaires. Il fait avancer ces choses. Et nous sommes là, nous nous perdons en conjectures inutiles. Si ça ne dépendait que de moi, eh bien, le vrai débat de l'opposition aujourd'hui, ce serait quelle est la bonne stratégie pour faire en sorte que nos voix, les voix du changement, on en parle tout de suite, voilà, ne se dispersent plus parce que toutes les études montrent que notre faiblesse, c'est que sur 100 électeurs, il y a 80 qui veulent le changement, qui votent le changement, mais ces 80 électeurs ne concentrent pas leur voix sur un candidat. Et ça fait en sorte que le parti au pouvoir se... C'est la fragilité sécuritaire d'abord. Je voudrais, oui, effectivement, Robert a fait un lien entre l'insécurité et les élections, l'organisation des élections. Je pense que j'ai envie d'appuyer sur ce point, Abel, dans le sens qu'effectivement, il ne faut pas exciper du fait qu'il y a insécurité dans 2 régions pour dire qu'il faut repousser les élections. C'est un argument qui est inepte et stupide pour moi. Je considère que il ne faut pas, si on conteste les 35 ans de M. Paul Biya, comment lui donner encore l'occasion d'avoir 1 jour de mandat de plus? Autant de choses. Ce n'est pas sérieux. Donc je pense que l'année 2018 est une année électorale, notamment pour l'élection présidentielle. Il faut la faire, il faut y aller. Donc l'excipation, faire valoir l'argument de l'insécurité n'est pas tenable. Par ailleurs, quand on parle de légitimité, mon cher Robert, mais M. Biya n'a jamais eu de légitimité. C'est le président légal de la République du Cameroun. Il a été installé tel que tel, en tant que tel. Mais sur le plan de la légitimité depuis 1982, à quel moment le président Biya a eu une légitimité? 1982, Aïdjo, entre guillemets, le nomme président de la République. Il n'y a pas d'élection. 1988, on n'a pas encore de multipartisme. Il n'y a pas encore de vote au suffrage universel direct. Donc, ça se fait au sein de l'Assemblée nationale. Il est réélu. 92, je n'ai pas envie de répéter l'histoire, tout le monde sait ce qui s'est passé. On sait bien que c'est le candidat de l'opposition qui avait gagné. 2004, on sait qu'effectivement, voilà, il y a eu une dislocation de l'opposition entre M. Ndamdioua et M. John Frondi, la coalition n'a pas marché, etc., etc., etc. Mais je suis convaincu qu'à aucun moment de l'histoire de cette Deuxième République, M. Biya n'a été légitime. Donc ça, c'est clair dans ma tête. Maintenant, je voulais en venir au modus operandi de l'opposition qui a été évoqué tout à l'heure par mon ami Wilfried, pour dire que dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, quand on parle de blocage politique, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une lubie. Il y a véritablement une machine qui est mise en place, ce n'est pas pour trouver des excuses à l'opposition. L'opposition a ses tares, il faut les dénoncer. Mais je dis qu'en même temps, faire fi de la machine du pouvoir qui est mise en place pour bloquer l'opposition dans ce pays, c'est faire preuve soit de naïveté, soit de mauvaise foi. Parce qu'aujourd'hui, on parle de liberté individuelle. Mais en termes de liberté de manifestation, il est quasiment impossible dans ce pays de manifester. On vous tire dessus. On sait très bien que quand l'opposition veut manifester, eh bien, c'est le BIR qu'on vous envoie. Je prends la manifestation avortée. Le BIR qu'on vous envoie. C'est le militaire qu'on vous envoie. Le 21 octobre 2017... Les policiers. Surtout le BIR. Les policiers, pour eux, c'est léger, quoi. Donc, le 21 octobre 2017,
le SDF lance une manifestation pour effectivement montrer leur solidarité vis-à-vis des populations anglophones. Qu'est-ce qui se passe? On a placé, c'était prévu au stade omnisport de Bépanda, à l'annexe. On a placé le BIR, les éléments du BIR, de Ange Raphaël, pour ceux qui connaissent un peu Douala, jusqu'à un corps public de Daïdo. Donc il est impossible de circuler. Et c'est toujours comme ça. Comment voulez-vous accuser l'opposition sur ce point, alors même qu'à plusieurs reprises, on a tenté de le faire? Donc, c'est trop facile de dire que l'opposition a failli, l'opposition de l'État. Certes, c'est pas un monde d'anges. Mais cependant, la machine du pouvoir est là pour dire stop, vous n'allez pas loin. Et quand vous regardez même le code électoral, l'article 94 dit qu'un préfet a le droit de suspendre une campagne électorale s'il estime qu'il y a trouble à l'ordre public. Et pourtant, on est en campagne. L'article 94, ça c'est clairement écrit. L'article 43 dispose que comment on appelle ça, ELECAM, le ministre de l'administration territoriale, joue l'interface entre le gouvernement et ELECAM. Alors qu'on nous a fait comprendre que le MINED avait disparu du processus électoral. Donc il y a tellement d'incongruités pareilles qu'on ne peut pas ne pas dire que le pouvoir a intérêt à verrouiller le jeu politique. Et pour terminer, c'est pour dire que quand on parle de sécessionnistes, vraiment il faut être clair. On ne dit pas que tous les anglophones sont sécessionnistes. Cependant, il faut quand même reconnaître que ces gens-là, sans l'être forcément, ont gagné en sympathie. Parce que quand il s'est agi de la manifestation des avocats en 2016, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas cru devoir aller vers le nord-ouest et le sud-ouest pour écouter la population qui était en instance, qui était en train de revendiquer. Aujourd'hui, les armes crépitent, et donc il est quasiment impossible aujourd'hui d'intenter un dialogue, parce que c'est bien beau de parler de commandement opérationnel, mais est-ce qu'on a cherché à dialoguer? On a arrêté ceux qui voulaient dialoguer, on les a mis en prison, les modérés. Et ce qui a fait monter le radicalisme. Donc, conséquence, les populations se sentent marginalisées et piétinées. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes non plus dans une crise anglophone, nous sommes dans la guerre civile. Parce que les Camerounais se tirent dessus. Peu importe d'où ils viennent, nous sommes en période de guerre civile. Malgré tout, je continue de croire qu'on peut encore convoquer un dialogue. Mais M. Biya, qui a le pouvoir de le faire, ne le fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je voudrais lire l'article 94. Il dit que, alinéa premier, en cas de menace manifeste ou de troubles graves à l'ordre public, l'autorité administrative peut, par arrêté, interdire une ou plusieurs de ces réunions, parlant des réunions de campagne électorale, parce que il s'agit d'une disposition du chapitre 6 du code électoral de la campagne électorale. Alinéa 2, c'est important. Elle, l'autorité administrative, doit, dans ce cas, convenir avec les organisateurs d'une nouvelle date ou éventuellement d'un autre lieu pour leur permettre de tenir cette ou ces réunions. Elle en informe les démembrements compétents de l'élection. Une nouvelle date. On a que 15 jours. S'il vous plaît. Je vous laisse développer. Oui. Pour faire clair, vous voulez dire que si la tension persiste dans le nord-ouest et le sud-ouest, on peut leur dire le 7 octobre, c'est pas bon pour vous. On reviendra plus tard. Non, on parle de campagne électorale. Le 7 octobre, c'est l'élection. Ce que je veux par contre dire, c'est que cette façon de lire souvent les textes n'est pas aussi tout à fait intellectuellement très correcte. De couper une partie du texte et de dire ça comme ça, et alors qu'il y a une suite. Non, Abel, quand tu dis qu'on peut convenir d'un autre jour, on n'a que 15 jours de campagne officielle. Non. Donc il convient d'un autre jour, ça veut dire qu'on va retirer à l'opposition, parce qu'on ne fera pas ça contre le RDPC, évidemment. Non, on fera ça forcément contre j'ai simplement lu le texte, je ne commente rien. Moi, j'ai autre chose que je souhaite dire. Avant, mais c'était d'abord... Non, juste pour terminer, pour dire que premièrement, Célestin Diamène, ce n'est pas les manifestations publiques qui font gagner une élection. Il y a une crise, un parti politique décide d'aller faire un meeting de solidarité à l'endroit des populations déplacées. Ça ne fait pas gagner une élection. Ça n'a rien à voir avec ni la campagne électorale, ni le bon déroulement du processus électoral. Donc, on ne peut pas nous parler à la fois de la campagne électorale et de prendre des faits administratifs d'ordre public qui n'ont rien à voir avec l'élection pour dire, faire des amalgames comme ça. Non, et ensuite, je termine, Célestin, pour dire que
l'insécurité qu'il y a au nord-ouest et au sud-ouest, si elle doit avoir un impact sur les élections, c'est tout le monde qui en souffrira. Le RDPC ne sera pas plus à même d'aller faire des meetings au nord-ouest et au sud-ouest qu'un parti de l'opposition. Je pense même que le RDPC risque d'en souffrir plus que les partis d'opposition. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas un problème d'inéquité dans cette affaire. Qui met quand même cette question qui me paraît bien éclairée. Quels sont les éléments qui entrent dans le trouble à l'ordre public dans ce cas-là? Ben écoutez, on parle de la campagne électorale. Oui. Si vous décidez en campagne électorale, supposons, vous faites une réunion pendant une campagne électorale pour faire l'apologie de la sécession. Non. Mais pourquoi vous dites non? Ouais, bon. Vous avez un groupuscule au Cameroun qui prend les armes parce que lui, il veut la sécession. Son projet politique, c'est la sécession. Je suis désolé de constater que certains membres de l'opposition essayent de parler en lieu et place des sécessionnistes qui s'expriment de façon permanente, claire et précise. Des candidats engagés, inscrits pour mais rien ne vous dit que vous n'aurez, rien ne vous dit que pendant cette campagne électorale qui arrive, vous n'aurez pas, rien ne vous dit que vous n'aurez pas des candidats qui vont faire preuve de solidarité avec les sécessionnistes. Rien ne vous le dit. Et je renvoie donc la question précédente qui faisait un pied entre cette élection et la situation dans le nord-ouest et sud-ouest. Oui, ça me permet de réagir à chaud, carte sur table justement, à l'argument de M. N'Djamena que je rejoins pleinement même, en nuançant cependant, en disant que ces arguments-là, pour autant qu'ils fassent écho à ce que j'ai dit, auraient leur légitimité, puisqu'on parle de légitimité, si j'ai posé l'idée selon laquelle le président Paul Biya, en tout cas le gouvernement en place, n'a pas élaboré une politique restrictive, évidemment. D'ailleurs, il y a quelques jours, dans une chaîne de la place, j'ai présenté l'idée selon laquelle, quand bien même il y aurait encore des revendications pacifiques du type de celles qu'il y a eu il y a 2 ans, on aurait encore certainement cette réaction réflexe du gouvernement qui est d'abord de réprimer avant d'écouter de quoi il retourne. C'est-à-dire, on est dans un pays où l'État qui se retrouve devant ce que j'appelle le paradigme entre le droit de la force et la force du droit préfère utiliser le droit de la force d'abord. Évidemment, si les revendications de départ avaient été respectées, on n'en serait pas là. Donc ce n'est pas une idée que j'approuve. Je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais le gouvernement estime qu'il a la table de négociation, mais chaque fois qu'il répondait à une question, il y avait surenchère. La problématique vient du fait que, et c'est ce que monsieur Atanga-Ndji disait encore il y a quelque temps, il a présenté un tableau qui laissait croire que le gouvernement a réagi automatiquement lorsque les revendications se sont fait entendre quand elles étaient encore pacifiques. Bien sûr que non. C'est à partir du moment où le gouvernement, où l'État s'est rendu compte qu'en fait, les choses étaient bien plus sérieuses qu'il n'y paraît, ce qu'ils ont dit. On va donc on va les écouter, on va essayer de les prendre au sérieux, mais la mèche était déjà allumée, d'autant plus que le consortium qui a été créé a été aussi comme ça, par réaction réflexe, d'abord réprimé, dissous, ensuite il a été écouté. Cependant, je maintiens ce que j'ai dit au départ en disant, il ne s'agit pas de se dire, voilà, comme les règles du jeu sont faussées, parlons du projet de société et abandonnons les règles du jeu, bien sûr que non. Il faut que les deux éléments fonctionnent côte à côte. Ce n'est pas moi qui sanctionne, c'est l'histoire qui sanctionne parce que depuis 26 ans, si on part des années 90 à aujourd'hui, l'opposition a toujours failli. En tout cas, on va mettre entre parenthèses l'année 92, mais en tout cas, la grande élection, la grande participation, la grande ferveur envers l'opposition en 92 n'aurait jamais dû diminuer si le projet était vraiment à long terme celui qui parle aux Camerounais. Mais après, on a politisé le discours. Lorsque vous regardez même dans des pays comme le Bénin, il y a des règles du jeu équitables. Il y a une alternance. Il y a eu les dernières élections à 2 tours même entre Patrice Talon et Lionel Zinsou, mais le niveau économique substantiel des Béninois ne se voit pas relevé. Et donc la population béninoise se met à se poser la question, comment se fait-il que malgré l'alternance et malgré tous ces éléments-là que nous avons, dans les faits, les conditions de vie du citoyen lambda ne sont pas améliorées parce que justement on a inféodé le projet de société au discours politique. Or, le discours politique est celui qui parle moins à la population. La politique est l'instrument régulateur du projet économique d'un pays. Il n'y a qu'à comparer le discours des Africains et les discours des nations industrialisées aujourd'hui. On parle en France du CAC 40, on parle du FTSE à Londres, on parle du Nasdaq et du Dow Jones à New York, on parle entrepreneuriat en Chine, on parle technologie en Corée du Sud. En Afrique, on parle politique à outrance.
le Camerounais lambda qu'on interroge dans la rue serait incapable, et ce n'est pas forcément de sa faute, de dire de manière résumée quelles sont les grandes lignes du projet de tel ou tel candidat. Parce que le temps et l'énergie est mise à approximativement 90% à parler plus, à critiquer plus le projet, à critiquer plus le président Paul Biya qu'à présenter un projet. La critique, elle n'est pas mauvaise, mais on gagne plus à présenter ce qu'on a comme alternative au faible rendement du président Paul Biya. Et d'ailleurs, c'est très facile, on peut même demander de manière taquine à l'opposition comment il est possible de perdre face à un bilan aussi médiocre. C'est parce que d'une certaine façon, on réussit encore à être plus médiocre que le bilan. Mais c'est de ça que je parle. Non, c'est d'abord Robert. Wilfried a raison. Non, c'est d'abord Robert. Wilfried. Alors, mais je vous prends avec une question. D'ailleurs, nous, oui, c'est même la question que je voulais vraiment poser. Vous avez lu dans ma pensée. Il a l'impression qu'il boit du petit lait. Je voudrais dire que là, on va évidemment aborder stratégie de campagne maintenant. Et en face, je reprends simplement la question qu'Elimbi est venu prendre dans mon imagination. Le RDPC doit boire du petit lait parce que lui, il a rasserré. Vous êtes tout gentiment. Mais ils sont en train de faire tout le boulot. Vous attendez que le comité central ou alors le secrétariat général vous dit d'aller en campagne. Vous irez en campagne tranquillement. Mais en face, il y a une plénitude de candidatures déjà déclarées. Donc on aura du médiocre. Je veux dire, l'opinion finalement, l'électeur a le choix entre le médiocre et le plus médiocre. Ben, disons, député, il va peut-être vous surprendre, c'est que il n'y a pas de vrais candidats. Il n'y a pas de vrais candidats. Beaucoup de candidats gesticulent pour qu'on regarde de leur côté. Le débat est clos. C'est la réalité. Il n'y a plus d'élection. C'est la réalité parce que il a dit, le jeune Wilfried, si on a un bilan qui a des failles, des fissures, qui n'est pas très bon, mais utilisez ce bilan pour nous combattre. Maintenant, si vous êtes plus mauvais que nous, évidemment que nous allons encore gagner, parce que nous sommes meilleurs que vous. Donc moi je pense que ce n'est pas demain que ça va changer, parce que les Camerounais ont développé beaucoup d'aptitudes, beaucoup d'égoïsme, l'intérêt individuel prime surtout, et la médiocrité a fait son lit dans notre pays. Le tribalisme alors est venu cimenter tout ça. Je peux vous garantir que les choses vont... Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète ici ce soir, notre problème au RDPC, ce n'est pas tellement l'opposition. Notre problème, il est interne au RDPC. Parce qu'à l'intérieur du RDPC, une bonne frange ne joue plus franc jeu avec le patron. Et le patron est ce général qui va en guerre en regardant quand même derrière lui. Parce que il y en a quelques-uns qui ne sont pas assez honnêtes avec lui. Devant lui, ils font le salam alek, évidemment. Mais heureusement qu'il est très vigilant, il fait attention à ça. Et puis quand l'opposition se tire dessus, moi je ne ferai rien pour les empêcher de se tirer dessus. Parce que ça va nous permettre d'aller. Et puis, vous savez, quand vous êtes au pouvoir, l'ODPC au pouvoir, son rôle c'est de continuer de rester au pouvoir. Et nous mettons tout en œuvre pour essayer de neutraliser les forces antagonistes. Mais sincèrement, vous allez ajouter la réponse, mais je vous prends par cette question. Mais sincèrement, Célestin, n'êtes-vous pas inquiet qu'au moment où le corps électoral est convoqué, à un peu moins de 3 mois de la prochaine élection présidentielle, que l'opposition présente ce visage-là? Je veux dire, avant même évidemment qu'on ne dépouille les candidatures, déjà plus d'une vingtaine de candidatures à la candidature contre un seul candidat unique. Je veux dire que vous n'êtes pas déjà qui est présent sur l'ensemble du territoire. Il faut dire que sur cette vingtaine... Comme quelqu'un disait tout à l'heure, vous allez répéter indéfiniment les mêmes erreurs. Non, c'est pas ça. D'abord, je tiens à rappeler qu'il y a beaucoup de commerçants dans le monde de l'opposition au Cameroun. On n'est pas un monde dedans. Ça participe du jeu. Je veux dire que ce n'est pas non plus un monde dedans. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas non plus un coup d'enfant de cœur. Non, justement, il faut souvent répéter certaines vérités. Dans l'opposition, il y a énormément de brebis galeuses. Il faut être clair là-dessus. Maintenant, est-ce une raison pour dire qu'il n'y a pas de candidats? D'abord, je tiens à rappeler que dans cette vingtaine de candidats, il y a au moins une dizaine qui ne remplissent pas de conditions. Pas de conditions, ils n'ont pas d'élus. C'est la condition primordiale pour être candidat. Par ailleurs, je pense que le problème de fond, dans la dizaine qui reste, il y a 4 ou 5 qui ont le profil
Voilà, le profil, exactement. mais qui ne donne non plus l'impression de vouloir... Non, moi, en tout cas... Moi, pourquoi ils ont le profil plus sauf que si vous d'autres? ne les voyez pas, moi je les Ils vois. ont des élus. Moi je les vois. Mais tous sont des élus. Moi, je les Aucun vois. candidat Non, ne moi, pourra je- déposer Ah ben, sa je termine. candidature là. Moi, je s'il vois- n'a moi, pas je vois. investi, n'est pas investi par un parti qui a des élus. Député, moi je vois ces candidats sur le terrain, ils font des meetings. Ils Et chacun parlent, dans son ils coin. s'expriment. Chacun dans son coin. Mais puisque la coalition, Et on souvent, ne tient pas compte. et souvent les on ne tient uns pas- disant du mal aux autres. Moi, j'ai vu par exemple Oui, des ça, militants, il j'ai vu des faut militants du condamner ce MRC, comportement. j'ai vu des militants ou des anciens militants du MRC se déshabiller pour aborder l'abus du SIF Oui, et oui, vice-versa. Une campagne électorale ne permet pas tout. Il y a une éthique à respecter. Je pense que... Mais là, on a encore le discours. Moi, je parle des faits réels Non, à non, 3 non, mois de la les présidentielle. faits réels, une campagne doit rester digne. On doit présenter au peuple auquel vous aspirez des suffrages des projets simples. Le problème qui se passe, c'est que dans ce Cameroun, malheureusement, j'ai de la peine à le dire, beaucoup de Camerounais ne lisent pas les projets. Ils existent. Quasiment tous les 3-4 principaux candidats de l'opposition ont des projets. Mais qui les lit? J'incite mes frères à lire les projets et ça circule partout. Donc, dire que l'opposition On lit a pas pour plus de seul projets slogan des RDPC, hein. via Moscou est tout à fait injuste et contraire à la réalité. Ce qui est sûr, c'est que dans ce pays aujourd'hui, il y a une espèce de lassitude. Dans les années 90, les gens sont allés lutter au prix de leur vie, se sont saignés. Donc ils ont été gagnés par la lassitude, soit du pouvoir, parce que le pouvoir réprime, dans le sang, s'il vous plaît. Négliger cette partie de la vérité, pour moi, est irresponsable. En même temps, il y a des opposants qui sont allés faire des messes de minuit. Et ce qui a rajouté à la lassitude, n'est-ce pas, de certains Camerounais, qui pour certains se sont rangés derrière le pouvoir, par défaut. Donc le vrai problème, c'est de forcer dans ce pays qu'il y ait une vraie démocratie, que les gens puissent s'exprimer, que les manifestations publiques puissent être faisables, possibles dans ce pays. Ce n'est pas possible. Je vois des parents qui me disent « je n'enverrai pas mon enfant se faire tuer dans la rue ». Parce qu'il est convaincu quasiment que si vous manifestez, eh bien c'est la mort. Il ne faut plus que manifester devient un risque de mort dans ce pays. Et c'est ce que moi je demande. Je ne demande pas une faveur pour l'opposition. Je demande que les jeux soient clairs et ouverts. Que si on veut déclarer une manifestation à midi, on a 2-3 jours pour le faire, eh bien, que le préfet ou le sous-préfet ne puisse pas bloquer systématiquement nos déclarations. Ça pose un véritable problème. Sur le spectacle qu'offre l'opposition. Il est pitoyable. Pitoyable parce qu'on n'est pas sincère. L'opposition s'est donné un alibi récurrent. Elle dit qu'elle perd les élections parce que le code électoral est mauvais. Elle dit qu'elle perd les élections parce qu'il y a la fraude On n'a électorale. jamais dit ça, Abel. Bon. On n'a jamais dit ça. Je suis de l'opposition. Oui, merci de le rappeler. Donc je te dis ce que j'ai dit. C'est important de le rappeler. Je te rappelle Vous ce le que soupçonnez nous d'avoir avons... changé de camp? Non. Je te On rappelle, précise qu'il est de je te l'opposition. rappelle ce Celui que qui tu est- as eu l'habitude de dire. Ah. Tu as eu toi-même l'habitude de dire Il a changé de discours qu'il maintenant. qu'on ne peut pas gagner des élections avec ce code électoral. Ah, tu changes. Pourtant, il a été élu avec ce code Mais électoral. le code électoral n'est pas lié aux élections. Voilà. Ah, bon, le tu code commences à électoral, comprendre. le code électoral n'est pas lié. C'est un combat politique. Laisse-moi On ne dit pas qu'avec le code, on est garanti. J'ai dit- La victoire est garantie. J'ai On ne dit dit que- pas que la victoire est J'ai garantie. dit que Merci. nous Après, avons On dit qu'il pris... faut un code électoral consensuel. Nous avons pris la mauvaise habitude d'expliquer nos défaites partout, sauf ce qui est vrai. Bon, ce que je veux vous dire, que les chiffres des élections nous montrent. Je prends la commune de Douala 5. Aux élections de 2013, les élections municipales, il y avait 381 bureaux de vote répartis dans 61 centres de vote. 61 ou 62 centres de vote. Les 381. Il y avait 143 000 inscrits, grosso modo. Première chose. 43 000 abstentions. Nous sommes dans une commune où il y a un parti RDPC et en face de lui, 5 partis de l'opposition. Première conséquence de cet environnement électoral. 43 000 abstentions dans ma commune, là où j'ai été élu. Bien. Sur les 100 000 qui ont voté, 2 000 et poussières ont voté bulletin nul.
on a eu 97 000 suffrages valablement exprimés. Voici ce que l'analyse des chiffres nous a montré. Elle nous a montré premièrement que dans les 61 centres de vote, il y a 54 centres de vote où le RDPC a gagné les élections. 51 centres de vote, il est premier dans les 54 centres de vote. Le SDF a gagné les élections dans 6 centres de vote. Et l'UPC a gagné les élections dans un centre de vote, école publique de la cité SIC. Deuxième observation. Parce que la première observation nous montre que l'adversaire est coriace. Il n'est pas si simple. 1, 2, que les gens votent le RDPC. Acceptons que les gens votent le RDPC. Et probablement, pour ce que Ekanga a dit tout à l'heure, est-ce que nous représentons une alternative crédible alors que le RDPC a un bilan négatif? Les élections nous montrent que les gens votent le RDPC. Deuxième chose, et c'est ça qui va beaucoup vous étonner. Sur les 61 centres de vote, il y a 54 centres de vote où le vote contestataire contre le RDPC, c'est-à-dire la somme des voix des partis de l'opposition qui se sont présentés, est largement majoritaire absolue. Tu as des centres où le RDPC est battu avec 67% de votes contestataires. Mais c'est le RDPC qui a gagné dans ce centre. Il est premier, mais l'ensemble des voix de l'opposition est largement supérieur aux voix du RDPC. Jusqu'à 67% de votes contestataires dans des centres. Moralité. Le peuple nous montre qu'il veut le changement. Mais notre stratégie prend les voies du changement et les bousille complètement parce que nous ne sommes pas conscients que, vous croyez que c'est sérieux de faire croire aux Camerounais qu'il y a 26 000 manières de gouverner le Cameroun, qu'il manque d'eau, d'électricité, etc. C'est le sujet du jour. Nous sommes dans les Oui, nous sommes dans les stratégies électorales. Il paraît que toi, comme ça ne te concerne pas, toi, tu n'as pas besoin de parler. D'ailleurs, je prends ton temps de parole. À la limite, parce qu'il est en train de faire déjà quand même, il montre certaines failles là. Non. les adversaires te donnent plus l'occasion de déployer. Ces résultats nous montrent que vous avez une pluralité, une prolifération des candidatures. Certains jamais dit qu'on ne lit pas les projets. Non, on lit. Sauf que quand on les lit, quand on les lit, on ne voit pas de différences spécifiques qui justifient qu'il y ait autant de projets contre le président Biya. En 2 mots. Troisième chose. Je veux prendre un contre-pied pour dire qu'en 92, il y avait 4 partis politiques qui ont battu le RDPC. Mais sauf qu'Amadou Moustapha, Belebouwa Maïgari, Kodok ont vendu leur voix au parti au pouvoir. Donc on peut être émietté et battre le parti au pouvoir. On ne vient pas me dire que ce qu'il faut, c'est les règles équitables. Laisse-moi terminer. Tout le monde le sait. On fait la même chose. On n'encourage pas. Bien sûr, il n'y a pas un parti qu'on appelle opposition. C'est clair. Nous voulons d'abord qu'il y ait des règles de jeu équitables. En 92, il y a combien de partis qui ont gagné? 4 partis. Ils ont gagné tous. Non, ils n'ont pas gagné. Mais si, ils ont gagné. Ils n'ont pas gagné. Vous terminez. En 92, il sait exactement passer ce que je suis en train de dire. Ils ont gagné. En 92, à l'Assemblée nationale, le RDPC était majoritaire relatif avec 88 députés. L'ensemble des suffrages des partis de l'opposition, l'ensemble des sièges gagnés par les partis de l'opposition était de 92. Mais ça, c'est l'ensemble des sièges. Le RDPC était le premier parti au Parlement avec 88 sièges, suivi de l'UNDP qui avait 68 sièges, etc., etc. Donc nous étions, s'il te plaît, nous étions dans une configuration qui ressemble à celle que j'ai dit aujourd'hui. Que si tu prends les communes ou les départements, tu regardes, tu verras que
l'ensemble des voix. Vous dites mauvaise stratégie de l'opposition qui permet au Mais RDPC de s'imposer. je termine en disant que non seulement il y a donc Si cette... stratégie, on va les battre. Si, parle non, pas, il y a non, des groupes si nous parlementaires. changeons de stratégie, Il y a des groupes les parlementaires. chiffres nous montrent que les voix qui veulent le changement sont majoritaires dans le pays. Elles ne gagnent pas parce qu'elles ne vont pas au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats. Elles s'éparpillent entre 10 000 candidats qui sont aussi responsables de la forte abstention. Parce que quand les gens nous voient avec 5 Abel. partis politiques Merci. contre le RDPC, Mais la première réaction... un code électoral, La première, un tu code électoral tu taillé vois, sur tu mesure. re- tu- Abel, merci, tu Abel, reviens, merci. tu reviens Abel, dans la c'est pas symptomatique Merci. qui te C'est pas ça. caractérise. Merci Abel. Pourquoi On il te s'approche dit d'un mauvais code que, électoral? on te dit Ça les que, on te intéresse. dit que 56%. On vous a compris. On te Abel, dit tu que parles seul. 56 000 Il y a des voix, groupes Abel. parlementaires. à Douala, 56 000 voix ont voté contre le RDPC. Merci Abel. Le RDPC a eu Abel, vous avez 41 passé 000 la voix. parole. Le Abel, SDF, Abel, les Abel, partis Abel, d'opposition Abel, ont eu Abel, la parole, 56 Abel. 000 voix. Commun, et puis voilà. Merci. Vous avez eu 56 000 Abel. voix. Vous Abel. avez perdu les élections avec 56 C'est 000 compris, voix. c'est compris. Pourquoi? C'est compris. Alors, Célestin, je vous aussi permets. c'est pas le code électoral. Non, moi, Qu'est-ce je- que le moi, code électoral fait Moi, je là-dedans? veux dire, il est bon, alors. moi, je veux Le dire- code électoral est mauvais, mais c'est pas à cause du code électoral que nous sommes 5 partis contre le RDPC. Bon, c'est bon, il a chuté. Bon, Abel, ok, on peut parler maintenant. Mais Abel, moi, je rapporte un petit bémol à ces calculs parce que vous savez, le report n'est pas aussi automatique qu'en mathématiques. Parce que vous report de savez, quoi? Des voix. des voix, oui. Mais il ne s'agit pas de Non, report non, de voix. parce que quand on parle, tu parles de 56 000 voix, patati patata, c'était supérieur. C'est vrai. Mais ce qui se passe, c'est que, comme il y a plusieurs candidats, quand vous allez changer de stratégie, et que vous avez le candidat unique, Vous allez vous modeler. non seulement ça, c'est pas sûr que tous les candidats des autres partis vont voter votre candidat unique. Mais c'est pas ce que j'ai Il y a dit. déjà ça. Il y a déjà ça. C'est pas ce que Alors, j'ai pour dit. dire que c'est- pour dire Ce n'est pas ce parce que qu'il y a j'ai des dit. gens. Je vous rappelle Ah oui. que ce soir, dans une déclaration, l'UPC, Bapolipo, appelle à voter le candidat Bon. Paul Biya. Voilà. Oui, mais ça, Voilà c'est l'élection l'exemple. Il présidentielle. joue quel rôle à l'UPC? Non, 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 attends, c'est l'élection Non, présidentielle. vous n'avez pas la parole. Moi, j'ai la parole, laisse-moi parler. Je veux dire par là que c'est vrai, le report mathématique, il est bon. Mais il y a des gens qui, si on doit mettre une candidature unique, vont préférer voter le RDPC et refuser de voter votre candidat. C'est possible. Voilà. C'est possible. Donc, C'est ce non, mais que non, Ekanga non dit. plus. C'est Non. ce que Ekanga dit C'est quand donc il un parle argument. de la qualité des candidats. Ce n'est pas parce qu'on aura Mais fait là, une on est sur candidature. la qualité Attends, des candidats. ce n'est pas parce qu'on aura fait l'émission, une c'est pas candidature. l'émission seule. Non, Et c'est les pas vidéos. parce qu'on Non, aura et les fait c'est une compris. candidature de Et les large vidéos. consensus qu'elle est une bonne candidature. Permettons de le parler, merci. Une candidature peut être consensuelle et être mauvaise. Donc, c'est pour dire que Voilà, il faut le rappeler. nous, pour le moment, nous avons une stratégie en fonction de ce qu'on a en face. En fonction de la non-stratégie d'en face. Voilà. Quand ils vont changer de stratégie, on va changer la nôtre. Oui, aussi. mais ça, c'est un épiphénomène, ça ne nous implique Abel. pas. Terminé. Donc voilà. Donc moi je pense que ce qui est clair, hein, il faut. Abel a raison sur une partie des choses, mais dans la réalité au quotidien, je peux vous garantir qu'il y a des gens qui vont refuser de voter votre candidat unique, tout simplement parce Le Lutrid. qu'ils n'ont pas les mêmes, ils partagent pas les mêmes valeurs. Comment vous voyez le... Et donc, c'est pas parce que le leader a dit voter tel qu'ils vont aller voter. Ça, c'est difficile à gérer. Mais ce qui est sûr, c'est que nous pensons que nous avons des problèmes. Il y a des secteurs dans lesquels nous avons réussi, comme les libertés individuelles et collectives, par exemple. Surtout la liberté collectives. d'entreprendre, voilà. Maintenant, il y a des secteurs où on a moins bien réussi, comme l'économie, on le dit. Et l'économie, derrière, enchaîne toute une série de chômage des jeunes, la misère, le fossé entre les nantis et les moins nantis. Ça, c'est un peu les... L'heure du programme viendra. Voilà. Donc, c'est pour dire D'autant plus que... qu'aucun candidat n'a encore déroulé Je son pense programme. que si nous, d'autres côtés, on essaie d'améliorer Ils ont ce quel côté, programme nous particulier? serons Ils bien sont pas encore parfaits. exhaustifs. On n'a Voilà. aucun Alors, élément. vous, comment vous entrevoyez donc le débat qui va s'ébranler là avec cette... Oui, il serait intéressant déjà si nous, les Africains, ou si nous, les Camerounais, comprenions ce qu'est la politique ou surtout ce qu'est un parti politique. Malheureusement, j'ose dire que nous le vivons mal. L'être humain, l'homme est un animal social, l'homme est un animal politique. Ça veut dire que l'homme est un être qui interagit
avec ses semblables et qui élabore des solutions qui peuvent être contradictoires à celles de ses semblables, mais quand l'objectif est commun, voilà, on essaie de mettre les solutions ensemble pour voir où est-ce qu'on est en train d'aller. C'est comme ça que je vois les partis politiques, comme ça que je vois l'idéologie d'un parti politique. Alors, s'il faut donner raison à M. Elimbi Lobé qui dit qu'il y a des circonscriptions où le RDPC est minoritaire et où le cumul des voix allouées à l'opposition est supérieur aux voix du parti en place, la question est donc pourquoi ces partis n'arrivent pas à s'unir pour justement à s'unir en un seul. La réponse est dans le code électoral. À créer le fameux consensus pour justement réussir à implanter, réussir à supplanter Oui. les RDPC. Bonne question. L'un des éléments peut être dans le fait que peut-être ces différents partis politiques refusent de s'entendre parce que l'idéologie au départ n'était certainement pas de cumuler leurs idées pour atteindre un objectif. Ou c'est Cet peut-être par objectif commun. égoïsme du leader. Exact. Par égoïsme des leaders respectifs de ces partis-là. C'est-à-dire, on a été incapable de comprendre que voilà, nous sommes des partis politiques différents parce que nous avons certes des visions différentes, mais d'un projet commun. Alors, si on a un ennemi commun qui est par exemple le RDPC et un projet commun qui est le Cameroun, on s'entend autour d'un candidat parce que l'objectif que nous partageons tous, c'est de renverser le président Paul Biya. Alors, pourquoi on n'y arrive pas? C'est peut-être parce que la volonté d'être soi-même à la magistrature suprême supplantait le fameux projet de société. Première raison. C'est pour ça qu'on a parfois des incongruités, comme vous aviez en Guinée équatoriale l'exilé M. Severo Moto qui, à 74 ans, se plaint de la longévité du président Obiangema au pouvoir. On peut lui demander à lui-même pourquoi pensez-vous à 74 ans pour avoir encore la force de régler le problème. On a eu la même chose pendant près de 3 décennies avec le chairman dans le cas du SDF qui lui aussi est dans les années 70 et qui a eu la grandeur d'esprit il y a quelque temps de se retirer et de laisser la place. On a des éléments pas une contrainte tacite. Il y a un élément très intéressant dans les partis politiques au Cameroun, c'est-à-dire que vous prenez l'ADD de Garga Aman, l'Alliance pour la démocratie et le développement, le Social Democratic Front de Joshua aussi, ou le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il y a toujours ce mot-là qui revient, démocratique, démos, le peuple, même le PERS de Serge Espoir Matomba, ces peuples unis pour la rénovation sociale. Mais paradoxalement, le peuple semble être relégué au banc de touche dans les fameux projets. Ce qui nous renvoie à la question de M. N'Djamène qui dit que le peuple ne lit pas les projets de société. Albert Bernard Bongo, alias Omar, disait à propos de son pays, le Gabon, que le Gabon est comme une femme courtisée par le monde entier. Et c'est le monde entier qui venait vers le Gabon. Lorsque vous courtisez une femme, vous ne lui demandez, vous ne lui reprochez pas de ne pas être sensible à vos charmes et de ne pas être venu vers vous. C'est vous qui allez vers elle. S'il y a ce mot démos, le peuple, dans tous ces partis-là démocratiques, c'est à ces partis-là de montrer que le peuple est au centre de leur politique et d'aller à outrance vers le peuple. Malheureusement, on n'a pas l'impression que c'est ce qui est fait. C'est pour ça que je renvoyais à la tribune que nous avons aujourd'hui, où justement, il est clair qu'au sortir de cette émission, le Camerounais lambda n'aura pas la réponse à sa question. Pourquoi est-ce que le riz coûte X francs CFA et non moins parce que nous ne produisons pas davantage? Pourquoi? Et ainsi de suite. Donc il faut que les partis posent justement cette question-là en se disant, si nous avons mis le démos, le peuple, dans notre idéologie, est-ce que c'était pour faire joli? Est-ce que c'était en guise de slogan? Ou alors on avait vraiment quelque chose de concret à présenter? Il ne faut pas être surpris, comme j'ai dit, c'est l'histoire qui sanctionne que les mêmes méthodes produisent les mêmes conséquences, à savoir la victoire quasi discontinue du RDPC. Vous allez acheter votre réponse, mais je voudrais dire, vous êtes d'accord pour une coalition à condition que le candidat soit le vôtre? Je pense que la coalition n'est pas mauvaise en soi. C'est une bonne chose. Mais quand on pratique la politique, il faut toujours y intégrer le contexte sociopolitique. Au Cameroun, l'ego surdimensionné des candidats est quasiment une donnée récurrente. On ne peut pas ne pas en tenir compte dans ce pays. Donc, enfourcher la porte de la coalition, pour moi, c'est semer en terre dans une terre stérile. Parce qu'on sait très bien que ces candidats-là, comme dans le passé, ne vont jamais accepter, enfin l'histoire nous le démontre, n'est-ce pas, de se coaliser pour effectivement avoir un candidat unique. Quand bien même on aura un candidat unique, même si on n'avait que le pape comme candidat unique face à M. Paul Biya, avec ce code électoral, permettez-moi de le redire, M. Biya gagnerait non pas parce qu'il est le plus fort, mais parce que même si vous gagnez dans les urnes, imaginons un instant que Dipita Tongo gagne dans les urnes. M. Biya a 15 jours. Essayez déjà de gagner dans les urnes. Mais, prenons l'exemple de 92. Essayez déjà de gagner. Non, justement, j'y arrive, Dipita. On gagne. Parce que contrairement à 92, on a les moyens de pression. Mais 92, dont il parle là, c'est une coalition qui a fait gagner. C'est une coalition. Mais Célestin, j'ajoute,
Contrairement à Mais 92... accepte et Abel, dis-le s'il vous plaît. publiquement Abel, s'il vous que plaît. nous Attends, avons gagné Abel, en 92 Abel. parce que on a dépassé donc attention, ces égaux dont attention. tu parles. En Abel, 92, Célestin, je disais pour ajouter à votre réponse que... voilà, je perds même les idées. Bon, comme tu as perdu, laisse-le continuer. Bon, allez-y. bon voilà, voilà tu me fais pas de mes idées aussi, mais Voilà. Bon, alors, tu non, me non, fais non, pas pas du tout. Je suis en train de dire que en 92, Bello était candidat. Oui. Je regrette. Oui. Adamou Damdjoula était candidat. Non, non. En 92, vous Dans avez l'Union les ténors de Changement. l'opposition qui Bon. étaient candidats. Il y a Alors quelques-uns, évidemment, quelques-uns. les candidats de seconde zone, permettez-moi l'expression, se sont ralliés autour d'un homme charismatique qui était Ni John Frouni, qui n'est pas allé vers les gens, mais les gens sont venus vers lui. Ah non. Les gens sont venus, permettez-moi. Tu ne tiens pas là. Permettez-moi. C'est faux Permettez-moi. complètement ce que tu es en train de dire. Les gens l'ont Et c'est le considéré terminal comme la des personne qui était la mieux à même pour porter, n'est-ce pas, le flambeau de l'opposition. Oui. Et il a D'accord, effectivement, si tu me permets que je termine, il a effectivement gagné dans les urnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu connais la suite de l'histoire. Je voulais revenir pour dire à je voulais revenir pour dire à Wilfried que, en vérité, bon, moi aussi j'ai fait les mêmes erreurs que lui quand j'étais à l'étranger. C'est-à-dire que nous avons au Cameroun une démocratie virtuelle. Elle n'existe pas, tout simplement pas. Le panachage, par exemple, dans notre code électoral n'est pas permis. Oui. On ne peut pas, ici au Cameroun, choisir ses candidats sur une liste. Mais ce qui existe par contre, c'est le droit de se mettre derrière une étiquette. Si par exemple l'UDC, le SIF, l'UNDP, l'UPC veulent aller ensemble aux élections, vous choisissez un seul parti. Oui. Un seul parti, Oui. et vous vous mettez derrière la bannière de ce parti. C'est ce qui est permis au Cameroun. Qui va accepter donc de le faire? Oui. Première question. Seconde question, je crois qu'il y a des groupes parlementaires et municipaux. On peut, après avoir gagné de manière émiettée des sièges, former un groupe parlementaire unique. Mais bien sûr, c'est possible. Pourquoi vous croyez que C'est c'est ce qu'on après reproche. émiettement que vous allez avoir la conscience de vous Permets que je On termine. ressort par cette dernière question. C'est pour ça que, Je commence en avec, 92, on reproche à Bello Bouba, à Amadou Moustapha, à M. Daikole Dassala, à M. Kodok, de s'être livrés au loup en vendant leur siège alors qu'ils pouvaient se coaliser et former un seul groupe parlementaire et avoir un Premier ministre. Ils ne l'ont pas fait. Donc ils ont posé un acte antipatriotique en choisissant l'argent plutôt que, effectivement, de gagner. Donc le problème fondamental, ce n'est pas la coalition. Le problème fondamental, c'est qu'il faut que les règles soient claires. Et ça ne garantit pas l'alternance. Merci, Célestin. Mais au moins, c'était un moyen pour aller vers... Évidemment, cette élection intervient aussi dans un environnement marqué par le plan d'assistance humanitaire d'urgence où des langues malveillantes vous soupçonnent de vouloir faire un jeu de compte. Ce qui pourrait aller à l'assistance est en fait en réalité une mobilisation. Vous avez entendu parler de ça aussi? Non, je l'apprends là sur le plateau. Mais je ne pense pas. Je crois que... C'est davantage une campagne pour... Le DPC n'a pas besoin de l'argent du plan d'assistance pour faire sa campagne. Okay. Puisque on a toujours fait les campagnes dans les années antérieures, on n'a pas eu de plan d'urgence à chaque fois. Je pense que le plan d'urgence est une très bonne idée, comme je l'ai dit déjà. Il faut des mesures d'accompagnement pour qu'ils soient effectifs, implémentés sur le terrain avec efficacité. Si ces mesures d'accompagnement ne sont pas prises, ça sera un peu difficile parce que vous savez, en situation de crise, en situation de guerre, c'est difficile de circuler. Et si on veut aller vers les gens qui sont dans la forêt, et dans les camps de réfugiés ou bien de déplacés, c'est pas toujours évident. Vous allez trouver même beaucoup qui ne sont pas des déplacés, qui vont devenir des déplacés parce que le plan d'urgence est en face. Je crois que c'est quelque chose qui est bien, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Bon, maintenant, comment ça va se mettre sur le terrain? J'ai mis un peu de réserve. Le MINAT dit que vous y descendez la semaine prochaine, dès cette semaine d'ailleurs. Oui, bon, le MINAT, tu sais, il a peut-être toute une équipe qui va nous protéger avec sa délégation. Maintenant, en allant, est-ce qu'il va aller dans la forêt rencontrer les populations? Parce que tout le monde est dans le bush, tout le monde est dans le bush, dans la forêt. Et ceux qui sont dans les camps au niveau du Nigeria, les informations qui circulent, je ne sais pas si elles sont vraies, parlent de ce qu'ils refusent 7 heures du matin, sous prétexte que c'est le pouvoir qui a créé la situation et maintenant on veut venir leur donner à manger, à boire. Mais dans tous les cas, moi je pense que si le MINAT réussit à aller rencontrer les gens et leur apporter assistance, ce serait une très bonne chose.
Pour terminer sur ce premier sujet, Abel. Oui, c'est-à-dire que ce que je veux faire savoir à tous nos compatriotes, c'est que quand nous avons décidé d'aller à l'élection présidentielle en 92, on aurait pu avoir 150 candidats. La caution n'était déjà pas si élevée. Elle était de 5 millions, etc., etc. Même en 2011. Mais les leaders de l'époque ont eu le doigté de se rendre bien compte qu'ils ont un adversaire commun, premièrement. Deuxièmement, ce qui est important n'est pas le déroulement de chaque programme individuel. Parce qu'il était question de mettre le Cameroun sur une voie démocratique consensuelle. Et que, vu comme ça, la première des choses à faire, c'était d'enlever le régime qui nous empêche de mettre en place des règles démocratiques, un environnement institutionnel consensuel, etc. Après quoi, chacun pourra revenir à une candidature solitaire pour son bon vouloir, etc., etc. Nous sommes aujourd'hui, en 2018, exactement dans la même situation. Nous avons un mauvais environnement que nous critiquons tous. Nous avons un mauvais code électoral que nous critiquons tous. Nous avons un adversaire commun. L'idéal que notre peuple nous indique à travers toutes les élections auxquelles nous participons, c'est mettez-vous ensemble, enlevons le mauvais gouvernement qui est en place, mettons de bonnes règles qui satisfont aux desiderata de tout le monde, et puis en 2023 ou en 2025, on repart sur de nouvelles... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu as parlé. Maintenant, ils ont évoqué ce qui nous empêche, comme Ekanga disait. Qu'est-ce qui nous empêche de nous mettre ensemble? Alors qu'en 92, nous avons été capables de nous mettre ensemble. La candidature de John Fundi a été portée par près d'une trentaine de personnes, de partis politiques, qui ont soutenu cette candidature. Si monsieur, peu importe, c'est toi qui les appelles mineurs, mais chaque voix discordante dans l'échiquier politique est une perte d'orientation pour nos électeurs. Si en 92, monsieur Fundi était allé aux élections pour son corps défendant, il n'aurait pas fait 37% de suffrage ou 39% selon les cas où on s'est. Et finalement, est-ce qu'il a gagné? Aujourd'hui, je veux que les gens écoutent l'article 286 du Code électoral qui explique, au-delà des égaux que lui-même il évoque, les deuxièmes raisons pour lesquelles les gens rechignent à se mettre ensemble. Ça concerne le financement des campagnes électorales. C'est tout dit. On passe au deuxième En thème. cas... Non, pourquoi tu veux Non, empêcher c'est que pas je moi, c'est lise? Dipita. Non, c'est Bon, pas, je veux bon. pas En empêcher cas d'élection présidentielle, et c'est la même chose pour les autres élections, les fonds publics destinés au financement de la campagne électorale sont repartis en 2 tranches d'égal montant aux candidats, ainsi qu'il suit. Donc, politique Nandjangui. Première tranche. La première tranche est, après publication de la liste des candidats, allouée sur une base égalitaire aux différents candidats. C'est-à-dire la première tranche, on partage ça à égalité En quel entre délai? tous À les 3 jours les élections. à tous les candidats. Ce qui veut dire que même en 3 jours des élections, s'il y a 200 millions Et à avec les recevoir, témoins. ouais, Non, laisse-moi. non, non, S'il y a non, 200 non, millions non, à non. recevoir, Je prends on reçoit un ça. exemple très Abel, simple. une On seconde. reçoit ça. Abel, une seconde à vous deux. Je prends un exemple non, très non, simple. non, Abel, une seconde à laisse-moi vous deux. finir. Abel, une seconde avant de terminer. Laisse-moi finir. Je retiens que le deuxième argument pour lequel l'opposé ne va pas se mettre ensemble est une question d'argent. C'est même la financement. première, c'est même le premier On passe au argument. deuxième thème, il est Il faut 23 h préciser Les Merci. partis. Abel. Ok, c'est compris, merci. Deuxième thème. Ça commence par nous. Oui, deuxième thème. Le deuxième thème va essayer de nous décrypter, hein, au-delà des mots, au-delà de ce visage jeune et enjoué qu'on a pu observer chez le président français, qui d'ailleurs est un jeune, parce que la problématique aussi est en cours. Emmanuel Macron a dit sa sympathie à Paul Biya dans un message téléphonique qu'il a eu avec le président camerounais le 30 juin dernier, en marge ou alors un peu avant le sommet en Mauritanie. Alors, Claude Wilfried, vous direz comme beaucoup que Macron a peut-être joué de diplomatie, mais pour envoyer un message clair et net à Paul Biya, même si le message n'est pas systématiquement celui
qu'a envoyé quelques jours avant Balrin Henry, l'entraîneur, l'ambassadeur des États-Unis. En fait, j'ai dit entraîneur parce que comme la France jouait tout à l'heure, ça m'a un peu emballé. Donc la France se positionne pour conforter la place de Biya sur les questions de politique intérieure, au détriment peut-être des États-Unis qui ont semblé donner l'impression que le point de distance. Oui, la question que vous posez, elle est très grave parce que vous avez le Cameroun au milieu, vous avez d'un côté la France et les États-Unis, et vous dites que la France a agi en X au détriment des États-Unis qui ont agi en Y. Ça renvoie, et vous le dites à juste titre, à la logique néocoloniale dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est à ce niveau-là qu'on entre en géopolitique. Vous demandez si Macron a usé de diplomatie. La diplomatie, en général, c'est le dialogue pour résoudre un conflit, un contentieux, à la place de la solution militaire. Dans le cas précis d'Emmanuel Macron, il s'agit plutôt d'une stratégie de ruse. Parce que, qu'on se le dise très bien, les relations politiques entre les États faibles d'Afrique et les États occidentaux sont basées sur la suprématie, la vassalisation de l'autre pour s'approprier à long terme les ressources dont il dispose. Alors Macron nous présente deux problématiques. La première, c'est que, comme ses prédécesseurs avant lui, parce que c'est comme ça que la France a toujours fonctionné avec ses anciennes colonies, il a tenté, dans une logique paternaliste, d'être celui-là qui présente des solutions d'accompagnement, etc. Mais ça pose un gros problème parce que déjà dans son propre pays, la France, Macron est incapable de résoudre les problèmes. Si vous lisez la liste des grèves qu'il y a simplement pour le mois de juillet, en France, il y en a énormément. La grève chez Air France, la grève à la SNCF, la grève chez les livreurs de repas, la grève chez les livreurs à vélo, et ainsi de suite. C'est-à-dire, voilà, c'est un pays qui présente un chômage. On présentait encore les chiffres dernièrement. Au premier trimestre 2018, ils étaient à 8,9% de chômage. C'est encore un point de plus que au dernier trimestre de l'an 2017. Voilà donc quelqu'un comme ça qui arrive en Afrique et qui prétend apporter des solutions. C'est problématique dans un deuxième volet, c'est que, comme on a parlé de légitimité électorale ici déjà dans son propre pays, il n'a pas reçu l'assentiment des populations. C'était à 25% d'abstention et justement, il a eu parmi ceux-là même qui l'ont élu, il a eu seulement 16% de personnes qui disaient que oui, on l'a élu pour son projet. Donc il était au total à environ 43% des voix. Voilà donc quelqu'un qui a énormément de problèmes déjà dans son propre pays, qui est en train de dégringoler du rang de 5e puissance qui était le sien il y a encore quelques temps, mais qui en Afrique vient apporter des solutions. On va dire qu'il n'en est rien. Dans la logique des fameuses relations internationales entre l'Occident et l'Afrique, il y avait une première méthode, le plan A, qui consistait à espérer que la situation s'envenime au Cameroun et qu'on envoie et des escadrons militaires étrangers et des ONG internationales et des organismes internationaux qui viendront dire voilà, le président Paul Biya, dans son incapacité de résoudre la crise, se retrouve dans une sorte d'illégitimité parce qu'il est contesté par sa propre population dont on va intervenir, étant donné que, quels que soient les griefs qu'on peut avoir contre le président Paul Biya, et j'en fais partie d'ailleurs, il faut quand même reconnaître que sous sa présidence, le Cameroun a diversifié ses partenariats de telle enseigne qu'aujourd'hui c'est la Chine qui est non seulement le premier partenaire commercial du Cameroun, mais le premier partenaire commercial de l'Afrique de manière générale. Et cela dure déjà 9 ans. On était, et après, en 2016, après 250 milliards de dollars d'interactions entre la France et la Chine. Et donc pour contrecarrer un président, en tout cas une région qui nous appartenait et qui devient indocile, on essaye voilà, par tous les moyens, ou alors on profite d'une situation comme la crise que nous avons eue, justement de se débarrasser de cette entité-là. C'est ce que l'histoire nous apprend d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il est important de dialoguer avec nos frères anglophones pour ne pas donner la main tendue aux entités étrangères qui n'ont Dieu que pour nos ressources. Et le plan A n'ayant pas fonctionné parce que le Cameroun a fait le dos rond et a réussi à contenir aussi bien la menace Boko Haram que d'une certaine façon la crise anglophone, parce que quand même la sécession ou ce genre de choses, on en est encore très loin. Au contraire, on peut même dire qu'elle s'éloigne de jour en jour, même si la situation reste inquiétante. Alors on est passé au plan B. Il faut, comme je disais, user de la ruse, user de la drague politique pour faire l'illusion d'un appui de la France au Cameroun. Mais en fait, ce que Macron espère, c'est ce qu'ils ont élaboré dans leur rapport depuis plusieurs années. L'ancien ministre des Affaires étrangères sous Jacques Chirac, M. Hubert Védrine, avait écrit une sorte de rapport où il disait que voilà, il faut recoloniser l'Afrique de l'Ouest, le golfe de Guinée, il faut prendre si possible du Sénégal jusqu'à l'Afrique australe, jusqu'à l'Angola par exemple, en prenant et le Nigeria et le Ghana, etc. Donc il était au Nigeria. Et il a dit, dans la même logique de ce qu'on appelle de manière caricaturale ses gouverneurs, Alassane Ouattara et Macky Sall, que voilà, il faut plutôt élargir la zone franc. En fait, on est dans cette idéologie-là. On veut entraîner notamment le Cameroun dans la CEDEAO en faisant comme si on négligeait les autres pays, en sachant pourtant que le Cameroun étant l'entrée
de l'Afrique centrale, la première puissance de l'Afrique centrale, entraîner le Cameroun dans la CEDEAO serait comme entraîner le Cameroun dans les APE. On a vu que ça a contaminé les autres pays. Et tant il est vrai que nous sommes la porte d'entrée. Donc on est dans cette manipulation politique-là et il le sait très bien, il est très rusé. C'est pour ça qu'il est venu justement à notre tour de faire preuve de cette lecture géopolitique-là et c'est pour ça qu'il est urgent justement pour nous, aussi bien dans l'échelle interne que dans l'échelle externe, de se poser les grandes questions de ce monde. Quel est l'avenir que nous avons? Quel est le projet que nous voulons? Quelle est notre vision économique, sociale, industrielle, technologique et géostratégique pour exister au milieu de tous ces monstres autour de nous? Donc les propos de Macron pour moi ne signifient rien du tout. Il faut être très prudent et garder à l'esprit que nous n'avons une seule relation, nous n'avons qu'un seul type de relation avec la France, c'est la relation de dominant à dominé. En matière de relations internationales, il n'y a pas de pays amis, comme qui dirait. Exactement. Vous direz donc, comme vous aurez la même conclusion que Claude Wilfried et Kanga. Vous direz, c'est simplement l'image d'ailleurs que votre président, le président national du RDPC, notre président, le président du Cameroun, a dit il y a quelques années sur le perron de l'Élysée, c'est la leçon du maître à l'élève, au meilleur élève, pour faire précis. Non, c'est pas tellement. Je suis entièrement d'accord avec ce que Wilfried vient de dire. Je vais le dire peut-être avec d'autres mots, parce que notre objectif, ce n'est pas de nous comprendre seuls, mais ceux qui nous écoutent puissent comprendre. Vous savez, le président Macron a commencé par « j'ai appelé pour le bien ». J'ai appelé bien. J'ai appelé pour le bien. Moi, ça m'a un peu choqué. Ça m'a un peu choqué. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Du bas de sa jeunesse je ne sais pas, je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Je dis, je n'ai pas apprécié qu'il commence son propos par ça. Il était un langage diplomatique léger. Voilà. Donc moi, je pense que le président Macron a dit des choses et certaines personnes ont réagi en applaudissant comme si il avait dit quelque chose de spécial. Mais non, le soutien qu'il apporte au gouvernement est un soutien conditionnel. Parce que derrière ce soutien, il a parlé d'aller vers la stabilité, il a parlé de reconnaissance et des éléments de pluralisme, il a parlé de décentralisation, il a parlé d'ouverture pour un bon modèle de... Il a parlé de décentralisation et régionalisation. J'en viens à la régionalisation. Okay. Parce que là-bas, c'est là où il a chuté. En parlant, il voit bien nos pays aller vers une régionalisation parce qu'il y croit. Et il a parlé du Nigeria, du Cameroun, CEDEAO. Les gens peuvent dire, mais tiens, le Cameroun est dans le CEMAC. Pourquoi il parle de Cameroun, la CEDEAO? Mais en fait, comme l'a dit Wilfried, il est déjà très loin dans le problème. Parce que vous savez, le CFA pose un gros problème aujourd'hui. Qu'on ne le veuille pas, c'est parti du Cameroun. Les revendications et les présidents d'Afrique centrale ont été très sensibilisés. Vous savez qu'en fait, l'année dernière, ils sont venus pour dévaluer. Ils n'ont pas pu dévaluer parce que les chefs d'État se sont opposés. Et le compte d'opération aujourd'hui pour certains pays, le Cameroun a encore des réserves, il est un peu en positif, mais beaucoup d'autres pays d'Afrique centrale sont en négatif. Et le contrat prévoit que la France joue son rôle à ce moment-là, parce que quand le compte est sur liquide, la France boursicote avec le surplus. Et quand il n'est plus sur liquide, la France doit faire des compensations. Ils ne veulent plus faire la compensation et voient déjà comment repenser. Quand Macron finit sa phrase en disant qu'il est prêt à faciliter les choses, y compris la régionalisation, y compris dans le cas d'une politique monétaire repensée. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il voit déjà... Il a dit on peut mettre la question du CFA sur la table. Non, c'est le CFA qui est posé là sur la table. C'est ça le vrai problème. Et c'est ça qui le fait venir à l'Afrique de l'Ouest régulièrement, au Ghana et au Nigeria. Parce que les autres pays, comme on a dit, ces gouverneurs en Afrique de l'Ouest sont déjà partants pour le CFA. Maintenant, il y a le Nigeria et le Ghana qui sont contre. Et il veut obtenir l'adhésion de ces deux pays. Et l'Afrique centrale, il n'y a que le Cameroun qui le préoccupe. Parce que le Cameroun, c'est une entité telle que, dès qu'il a le Cameroun, il a tout le reste d'Afrique centrale. Donc, il voit déjà une nouvelle monnaie dans une Afrique CEDEAO, y compris le Cameroun, avec le Cameroun. Et cette monnaie va peut-être changer, ça sera le CFA, ça sera peut-être je ne sais pas quoi. Mais le Nigeria, le Ghana ont posé les conditions qu'il faut fermer le compte d'opération. Donc, quand il parle de régionalisation, il pense que nos problèmes vont trouver des solutions dans ces régionalisations avec une politique monétaire repensée. Il est déjà dans la logique de mettre le Cameroun en Afrique de l'Ouest
avec le Niger, le Ghana et les autres dans la même monnaie, de manière à ce que la France préserve ses intérêts. Donc, Macron est dans sa mission principale de VRP de la France, dans sa mission principale de protéger les intérêts de la France. Il n'y a rien qu'il a posé comme acte qui est en faveur de nos pays. À nous, à nos dirigeants, d'être vigilants et de comprendre que ce regroupement qu'il propose, cette nouvelle monnaie qu'il propose, est-ce que nous allons trouver notre compte là-dedans? Et je crois que c'est là où beaucoup qui ne comprennent pas souvent le président Paul Biya, parfois le trouvent énigmatique. Parce que le président Paul Biya, il est quand même là en poste depuis. Macron, c'est un enfant, hein, pour lui, au niveau de la gestion d'un État. Il a plus d'expérience que Macron. Quand Macron prend son téléphone et dit « J'ai appelé Paul Biya ». Pourquoi on n'appelle pas Paul Biya depuis 2 ans que la crise anglophone a commencé? Pourquoi seulement maintenant? Parce qu'en fait, ses intérêts sont en danger, ses intérêts sont menacés, et il essaie de voir comment retourner les choses pour retomber sur ses pieds. Voilà en fait ce qu'il veut faire. C'est l'inverse. Hein? C'est l'inverse. Laissez-le terminer. Non, je voulais dire par là qu'il veut protéger ses intérêts français. Quitte à ce qu'il change un certain nombre de choses pour mettre un peu la poudre de perlimpinpin aux yeux des uns et des autres. Mais la réalité, c'est qu'au fond, il veut retrouver nous. Et je vais vous dire une chose, j'aime bien prendre ces exemples parce que moi, j'ai été un produit du multinational pendant très longtemps. Quand le prix du pétrole ont chuté de $100 le baril à $50 le baril, je peux vous garantir qu'aucune entreprise pétrolière n'a perdu de l'argent. Ils se sont organisés à modifier et les procédures et tout pour que ce soit les pays producteurs qui prennent en charge toutes ces pertes. Vous allez entendre que les pays se plaignent, ils sont presque en banqueroute, n'arrivent plus à payer, mais qu'une entreprise pétrolière ne se plaint. C'est un exemple pour dire que les intérêts de la France, pour Macron, sont la première chose, partout où il part. Et ce qu'il a dit concernant le Cameroun, il a pris la peine d'appeler Paul Biya, c'est parce que, quelque part, il voudrait que Paul Biya accepte de rentrer dans cette logique de modèle CEDEAO, Merci. Et avec le Ghana, le Niger et les autres, et peut-être le soutien qu'il va apporter au Cameroun sera aussi proportionnel au fait que le président Biya va peut-être accepter ce qu'il va proposer. Abel, parce que c'est la négociation. Abel, d'abord, êtes-vous en harmonie avec ce schéma? Si oui, avons-nous la capacité de tenir tête, si tel est le cas? Notre pays est un petit pays. C'est un petit pays sur tous les plans. Et la mauvaise gouvernance l'a beaucoup fragilisé au point que ce pays n'a pas les moyens d'avoir de la résistance face à toutes les ingérences. Pour ceux qui pensent que le président Macron a apporté un soutien au Cameroun dans sa lutte contre tout ce mouvement sécessionniste, etc., je dis c'est de la propagande gouvernementale. Et si M. Macron nous a apporté du soutien, c'est tant mieux, mais ça ne règle rien. Ça ne change rien à la réalité. Nous avons ce mouvement sécessionniste qui nous fait autant râler, est alimenté, conçu, outillé par d'autres puissances étrangères, par des entreprises qui ont intérêt à ce que le pétrole de la zone de Bakassi soit exploité dans le cadre d'un État encore plus minuscule que le Cameroun, qui n'aura en rien les moyens d'une quelconque négociation diplomatique, économique avec qui que ce soit. Nous savons depuis très longtemps que s'il n'y avait pas de pétrole à Bakassi, il n'y aurait pas de cette guerre de sécession qui démarre là. Elle est alimentée par des pays ou des puissances étrangères qui déjà dans le passé voulaient organiser une partition du Biafra pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Donc je ne considère pas, je considère que les propos de M. Macron constituent de multiples ingérences. C'est de bonne guerre, vous dites. Oui, de multiples ingérences que les pays peuvent avoir quand on a en face un petit pays comme le Cameroun, mal gouverné, en difficulté, etc. Ce qui est important pour moi... Et pour terminer cela. Oui, ce qui est important pour moi, c'est que
l'opposition camerounaise sache que c'est dans sa capacité à stopper la mauvaise gouvernance que réside la solution à de nombreux problèmes camerounais. Je ne vois pas le président Biya en train de prendre des dispositions contre les intérêts de la France sur le plan monétaire. Moi, je ne le vois pas en train, par exemple, de décider de créer une monnaie et d'assumer tout ce que cela peut avoir comme difficulté, donc combat contre des pays qui n'auraient pas intérêt à ce qu'on sorte de la zone franc. Il appartient à l'opposition, consciente de cet enjeu-là, de se structurer efficacement pour gagner le combat de la réorganisation et politique et économique de notre pays. Je ne vois pas les attitudes de M. Macron avec la même acuité vis-à-vis du Ghana, où les élections sont gagnées normalement, démocratiquement, et on a des présidents respectés. Je ne vois pas cette attitude vis-à-vis du Nigeria. Je ne vois pas cette attitude vis-à-vis de la Tanzanie, vis-à-vis du Maroc, même vis-à-vis de la Tunisie, ici, qui est en quasi situation de peut-être guerre civile ou pas. Donc, nous sommes victimes de notre petite taille politique, notre petite taille économique. Chacun peut s'ingérer dans nos affaires. Chacun peut dire n'importe quoi au président de la République parce que c'est un président que tout le monde est fatigué de voir. 35 ans au règne, il a déjà tourné. Sauf Robert Mouta. Oui, il n'est pas lui, il décide il de n'est pas rien. fatigué. Mouta ne décide pas de la politique monétaire. Il décide de rien. Il fait seulement les spéculations intellectuelles. Mais ce qui décide, c'est Paul Biya. Et ce Paul Biya-là, on sait qu'il n'a aucun moyen de dire non à la phrase. Paul Biya ne peut pas dire qu'il va sortir du français. Merci. Il ne peut pas le faire. Célestin. Je pense qu'il ne faut pas être, à mon avis, très péremptoire dans la définition de la grandeur ou de la petitesse d'un pays. Si le critère de définition de la grandeur, c'est la puissance militaire, économique ou technologique, oui, le Cameroun peut sembler être un petit pays. C'est bien ça. Mais le problème, c'est que les éléments qui entrent dans la fabrication de cette grandeur militaire, économique ou industrielle, sont les matières premières. Qui viennent d'Afrique. Qui viennent évidemment d'Afrique. Et le Cameroun est l'un des pays phares en matière de richesse. Le Cameroun est donc un grand pays. Vous n'allez pas me comparer la RDC avec la Belgique. La RDC, par exemple, fait 5 fois l'Union européenne en termes de superficie, par exemple. Le Cameroun, c'est quasiment la même superficie que la France. Bien sûr, avec moins de population. Mais surtout, le Cameroun est beaucoup plus riche que la France. En termes de richesse naturelle. Le problème maintenant, ce sont nos dirigeants qui ont choisi volontairement pour leur fauteuil de jouer les valets de la France. Le problème, il est là. Si Macron parle à monsieur le président de la République du Cameroun en disant Paul Biya, c'est bien parce que nous nous considérons comme des esclaves, 900 ans après l'esclavage. Et le véritable problème, il est là. C'est que, est-ce que l'Africain veut exister? Est-ce que les chefs d'État que nous choisissons à travers des pseudo-élections, que nous qualifions d'élections, sont les personnes indiquées pour défendre l'image de l'Afrique et du Cameroun en particulier? Monsieur Biya, par exemple, n'a jamais milité dans sa vie d'étudiant, dans sa vie de jeunesse. C'était un haut fonctionnaire devenu par un accident de l'histoire, président de la République. Donc voilà les hommes politiques qui arrivent à gouverner un pays, ils n'ont jamais eu de conviction, voilà la recette. Donc le problème c'est que, pour parler de monsieur Macron, mais les gens sont naïfs ou de mauvaise foi. Macron a fait une campagne électorale où il a dit que je vais augmenter l'aide publique au développement de passer de 0,8% à 0,70%. Donc de 6 milliards que Hollande avait fait en direction de l'Afrique, du Cameroun et de l'Afrique en général, à 15 milliards. Deuxièmement, il a dit que je vais défendre les intérêts stratégiques de la France et la sécurité des Français. Et le troisième point, parce que moi j'ai bien suivi sa campagne électorale, il a dit que je vais engager une politique de partenariat Union européenne, Union africaine. Ce qui explique d'ailleurs sa présence à Nouakchott. Comment un président français peut s'immiscer au nom supposé du G5 Sahel dans un sommet africain? Est-ce qu'on imagine les chefs d'État africains dans les sommets de l'Union européenne? Ça n'existe pas. Et maintenant,
Quand il parle d'aide à l'Afrique, croyez-vous que l'aide soit désintéressée? Je ne le crois pas. Il n'y a que les Africains noirs qui sont naïfs. Cette aide n'existe pas. Quand la France vous donne 500 francs en termes de dons ou d'aide, ça veut dire que s'il y a des marchés importants, d'ouvrages importants pour le Cameroun, il va falloir choisir des entreprises françaises, par exemple. Voilà le vrai enjeu. Et maintenant, pour parler de M. Paul Biya, je crois que vraiment, il faut être clair. La souveraineté nationale. Nous avons une base militaire américaine à Garoua. Aujourd'hui, il y a 300 soldats américains à Garoua, à l'heure où on vous parle. L'Amérique a livré 2 gros avions au Cameroun il y a quelques mois, soi-disant pour lutter contre les Boko Haram dans l'extrême nord. M. Paul Biya refuse de sortir du CFA. Nous avons une monnaie coloniale. Comment peut-on être souverain avec le CFA? Ce n'est pas possible. Donc le chiffon rouge de pays souverains n'a pas de sens. De plus, le président actuel dit que, et il a dit en 91, qu'il est le meilleur élève de la France. Comment un président, en plein exercice, peut dire de son homologue qu'il est son élève? Donc, M. Balérin a parlé, il a dévoilé la conversation privée avec un président de la République. On dit, allez, il est convoqué au ministère des Relations extérieures, alors que M. Macron a fait exactement la même chose, il n'est pas convoqué. Bon, là on peut comprendre, parce que M. Macron est président de la République française, il vit en France. Donc, moi je veux dire qu'on agite la souveraineté quand ça nous arrange. En vérité, ce qui se passe, c'est que si M. Peter Balérin avait dit que M. Paul Biya, c'est l'homme de la situation, on ne l'aurait jamais convoqué à Étoudi. Merci. Vous comprenez? Donc voilà la vraie question qui se pose. Donc, on n'a pas de vraie souveraineté. C'est pour ça que les gens viennent faire ici ce qu'ils veulent. Merci. Un mot pour le Oui, je voulais simplement dire que Célestin Djamène est dans ce qu'il aime faire le mieux. Répéter et Est-ce que tu contestes? Et répéter. Non, je ne conteste pas ça. Je veux simplement te dire que... débat, mot de la fin. Oui, je veux simplement te dire que nous avons déjà dépassé ce discours. Le pays-ci n'est pas souverain. Il est mal gouverné. On fait comment? C'est tout. Mot de la fin. Oui, l'alternance ne suffit pas en elle-même, l'alternance ne se définit pas en elle-même. L'alternance pragmatique avec un projet derrière est ce dont le Cameroun a besoin, aussi bien pour sa souveraineté justement envers les pays externes, pour son développement interne. Et c'est à ça que doit penser l'opposition aujourd'hui. Robert Moutiambassa. Le Cameroun est un pays très riche, comme nous l'avons dit sur ce plateau, et le Cameroun doit apprendre à écouter les Camerounais. Madame, monsieur, merci à vous d'être resté pour regarder cette autre édition de Carte sur table. Je voudrais faire un clin d'œil, un bonsoir assez sympathique à l'un de nos aînés dans la profession, Venant Bon, qui vit désormais du côté du Canada. Avec un certain nombre de Camerounais de la diaspora, ils ont mis sur pied une plateforme de propositions et d'actions pour la paix au Cameroun, les vendredis de la paix au Cameroun. C'est d'ailleurs comme ça que cette plateforme se définit, avec pour objectif, à court terme, la création d'une page Facebook, la création d'un compte Twitter, l'organisation d'une visite de solidarité auprès des frères originaires des régions du Nord-Est et du Sud-Ouest, un message de paix des vendredis de la paix, un envoi d'une lettre de mise en garde aux candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle. Bref, tout un agenda, évidemment, qu'ils auront certainement l'occasion de développer. Bonsoir, et à mardi prochain, il y aura certainement notre édition de Carte sur table. Dans le cadre de l'entretien, je reçois jeudi Eugène Niambal, qui est un expert financier, un économiste, et il est cadre camerounais qui a travaillé auprès du Fonds monétaire international. En ce moment, il donne son expertise à la Banque africaine de développement. Avec lui, on va évidemment aborder des sujets économiques et autres qui concernent notre pays. Bonsoir.